Et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler du Game 7 entre le Thunder et les Nuggets, de Boston qui n'a pas encore dit son dernier mot face aux Knicks, les qualifications des Pacers et des Wolves pour les finales de conférence. Sans tarder, c'est Charles que j'accueille. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Charlie, je suis fatigué. Je suis au bout de ma vie, je pense. Je suis à bout de nerfs. Je pense que beaucoup de fans des Nuggets sont comme toi. Oh là là, c'est hardcore quand même. Deux Game 7, là, deux séries de Game 7, c'est hardcore. Franchement, Ouais, pour la santé mentale, ouais. J'ai quand même je me vois beaucoup crier devant mon écran de télévision. Je pense que ça vaudrait... Enfin non, j'aimerais pas du tout être filmé pendant que je regarde un match. Je pense que ça serait l'humiliation totale. Parce que j'ai 12 ans, j'ai 12 ans et demi quand je regarde un match, quoi. Non, mais c'est sûr que cette campagne de playoff de Denver est absolument folle. Vraiment folle. Ouais, on va en parler juste avant ça. J'aimerais quand même qu'on parle un petit peu de la loterie, de la draft, de cette draft 2025. Ça aussi, c'est fou. Voilà, c'est les Mavericks qui ont hérité du premier pick, donc avec la chance, la possibilité, peut-être, qui sait, on verra, de prendre Cooper Flag. C'est la 4e fois depuis l'installation de la draft, depuis la création de la draft en 1985, qu'une équipe avec moins de 2% de probabilité termine avec le premier, avec moins de 2% de probabilité de terminer avec le premier pick qui obtient ce premier pick. Les équipes avant, c'était 1993, c'était Shaquille O'Neal à Orlando. 2008, Derrick Rose à Chicago. 2014, Andrew Wiggins à Cleveland. Cleveland qui avait gagné le premier pick en 2011 après le départ de LeBron James, qui avait gagné le premier pick en 2013, le fameux choix Anthony Bennett. Ah oui. Forcément, on a vu énormément de monde crier au complot, comme quoi la NBA arrange la loterie pour servir les intérêts de certains propriétaires. On a tous vu la liste des équipes qui ont hérité du premier pick la même année où, étrangement, un de leurs joueurs majeurs avait été transféré dans un plus grand marché. Souvent, c'est Los Angeles. Souvent, c'est les Lakers. En réponse à ces théories, plusieurs journalistes, notamment ceux qui assistent à la draft, ont fait la démonstration technique pour expliquer comment et pourquoi il est impossible de tricher à la draft et à quel point la NBA met tous les moyens possibles en œuvre pour s'assurer que rien ni personne ne puisse remettre en question le jeu du hasard. Pour moi, j'ai l'impression que ça montre aussi beaucoup le fait que le deal de Doncic n'en finit pas d'alimenter les conversations, de scandaliser les fans. La plaie est encore ouverte, elle est encore vive. Je pense qu'il y a beaucoup de ça dans ces conversations-là. Voilà. Le fin mot de l'histoire, c'est que Dallas se retrouve avec ce premier pick, avec la possibilité d'avoir je sais pas, de recommencer, quoi. Ouais, est-ce qu'ils vont recommencer ou est-ce qu'ils vont se servir de ce pick comme d'un asset? Bon, si j'ai bien compris, selon ESPN, a priori, ils ont plutôt l'intention de conserver leur pick et donc effectivement de drafter Cooper Flag. Écoute, savoir si oui ou non c'est truqué, en fait, finalement, c'est pas vraiment important puisque on saura jamais. Et de toute façon, moi, depuis que je suis la NBA, en fait, des théories sur la loterie, j'en entends chaque année. T'as évoqué par exemple la draft de Derrick Rose à Chicago, lui qui était originaire de la ville, alors que les Bulls n'avaient je crois que c'était 1,70% de chance d'avoir le first pick. Bon, peu importe en fait, ce qui compte aujourd'hui c'est que les Mavs ont ce first pick, ils vont pouvoir l'utiliser donc soit comme un asset, soit pour trader, donc effectivement Cooper Flag. Moi j'ai assez hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'avoue que je serais assez surpris en fait qu'ils draftent pour de vrai. J'ai un peu l'impression que ces derniers mois, voire ces dernières années, on nous a beaucoup expliqué qu'ils étaient dans une logique de gagner maintenant. Anthony Davis a 30 ans, Kyrie Irving encore plus. Bon, alors Kyrie, il est assez gravement blessé, mais je sais pas, moi, je les imaginais plus être dans une logique de win now et donc utiliser cet asset pour un trade. On verra. En tout cas, ça va être intéressant comme ça l'est toujours. Et quelque part, si Cooper Flag est drafté à Dallas, c'est peut-être pas plus mal pour lui. Il tombe quand même dans une équipe qui est plus solide que d'autres et dans une franchise qui saura peut-être mieux utiliser ses talents. Oui, complètement. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir Cooper Flag ce qu'il va donner en NBA. Alors moi, je suis pas du tout un grand amateur de NCAA. On a déjà beaucoup à faire quand on est fan NBA
de suivre la NBA au quotidien, très sincèrement. Ouais, les heures de C'est, sommeil sont déjà comptées. voilà, c'est un truc à plein temps et moi j'ai pas du tout le temps de regarder la NCAA, de m'y intéresser et d'avoir un avis pertinent sur la question. Donc j'ai vraiment hâte de voir la Summer League et tout ça à partir du moment où il sera drafté, qu'il aura une franchise attitrée. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et de voir effectivement, on sait que sa défense est solide. De ce que j'ai pu voir, parce qu'il y a eu énormément d'articles sur lui là tout d'un coup pour en résonance à cette loterie. Écoute, on verra bien, on verra bien. Le fait son shoot soit pas extraordinairement affûté, ça reste pour moi quand même quelque chose de compliqué. Et puis après, il y a la jeunesse. Tu l'as très bien souligné. Dallas et après le move de Luka Doncic pour prendre Anthony Davis, c'est une équipe qui est censée jouer le titre dans les 2-3 prochaines saisons. Euh, pas plus tard, quoi. Bah, Donc, disons que oui, si tu prends Anthony Davis, c'est a priori pas pour lui demander d'encadrer un jeune. Enfin, ce tout serait à fait. étonnant. On Sachant verra. que tu as Kyrie Irving dans l'histoire qui, lui, est potentiellement out pour la quasi-totalité de la saison prochaine. Donc, il y a énormément de choses qui vont se poser comme question du côté des Mavericks. On Ouais. verra ce qu'ils vont faire à l'intersaison, quels joueurs ils vont recruter. Là, forcément, l'urgence, c'est d'aller prendre un meneur, un créateur, un arrière, voir un petit peu comment ils arrivent à bâtir cet effectif de façon à contrecarrer l'absence de Kyrie Irving le temps qu'il se remette de sa blessure. On verra bien. Ça va être intéressant en tout cas de voir Tout à fait. voir ce que ça va Et, donner. et un peu dans le même dans le même registre. Enfin, ça va être intéressant aussi de voir ce que vont faire les Spurs, qui donc ont récupéré le deuxième pick et sur lesquels, enfin autour desquels aujourd'hui il y a énormément de rumeurs sur leur volonté éventuelle de faire des gros trades ou alors de continuer à prendre leur temps et d'être dans la continuité avec Mitch Johnson. Ça aussi, ça va être extrêmement intéressant. Ouais, complètement. Ouais. De toute façon, on aura le temps de reparler de cette draft le moment venu, avant et après. J'ai déjà mes idées sur les moments où on parlera de tout ça, comme d'habitude. Hein. Pour ceux qui suivent le podcast depuis quelques années, vous savez qu'on en parlera en temps et en heure. On va parler immédiatement de cette série complètement folle entre le Thunder et les Nuggets de Denver. Denver, toi et moi, on en avait parlé au tout début des playoffs. On avait du mal à les voir survivre parce qu'ils venaient de licencier et leur general manager et leur coach, David Adelman, qui était nommé pour faire l'intérim, a coaché 3 matchs avant de commencer les playoffs. Donc forcément, on était un petit peu réservé sur leur chance de survivre face à une équipe des Clippers qui, eux, avaient terminé la saison en trombe, semblaient gagner tout d'un coup cette espèce d'élan collectif que tout le monde veut avoir en début de playoff. Et effectivement, on avait, toi et moi, plutôt envisagé une victoire des Clippers. Moi, j'avais dit, hein, la raison me dit Clippers, mais le cœur me dit de Nuggets 107. Ça a été les Nuggets 107. Voilà, coup de chance, absolument aucun mérite de ma part. C'est juste que je suis fan des Nuggets, point barre. Là, tout d'un coup, on repart sur une autre série, cette fois face à un adversaire autrement plus compliqué face à Denver. Surtout que Denver entame cette série avec Michael Porter Jr. qui a une épaule en moins, un effectif qui a montré alors des belles choses et en même temps ses limitations face aux Clippers. Où on a l'impression qu'ils sont passés vraiment ras des fesses dans cette première confrontation. Et puis là, toi et moi, je sais plus ce que tu avais dit comme pronostic à ce moment-là. Moi, j'ai toujours dit pour le coup Denver en 7 parce que je misais sur cet élan. Enfin, je veux dire, quand je repense à Josh Kroenke qui, quand il vire le general manager Calvin Booth et Michael Malone, le coach, dit notre seul espoir pour sauver cette saison, c'est de créer cet électrochoc, de faire table rase de ces deux postes, et puis on verra ce que ça donnera. Quelque part, ça peut réveiller l'effectif. Et nom de Twi, c'est exactement ce qui vient de se passer. Force est de constater que sa prédiction est en train de se réaliser et pas qu'un peu. Quand tu vois cette série, comment elle se profile, donc on est Denver avec des joueurs mal en point qui se retrouvent face à une équipe du Thunder qui, je le rappelle, a gagné 68 matchs, qui a une défense historique, pas la meilleure de la saison, historique, qui a un différentiel de points historique, qui est une des toutes meilleures équipes de la Ligue, de l'histoire de la Ligue, en termes de saison régulière.
Et le fait que cette équipe de Denver soit en train d'arracher un 7e match à cette équipe n'est pas tant. Enfin, je pense qu'avec le Thunder, il faut aussi garder en tête que c'est une équipe excessivement jeune et que cette jeunesse en NBA se voit toujours à un moment donné. Ça n'enlève pas du mérite à cette équipe d'OKC parce qu'ils peuvent tout à fait remporter ce game 7 à domicile. C'est pour ça que ils sont premiers de la conférence, ils sont premiers de la NBA. Et c'est pour ça que tu te bats toute la saison. C'est pour avoir un éventuel game 7 pardon, à domicile. Exactement. Donc on verra bien ce que ça donnera. Mais très sincèrement, Charlie, c'est une série d'anthologie à mes yeux et je suis fatigué, éreinté, mais j'ai excessivement hâte à la rencontre de dimanche. Ouais, mais c'est une série qui est incroyable, c'est un bonheur à suivre. Forcément, moi, je suis surpris par cette équipe de Denver. Moi, je les voyais vraiment pas s'en sortir aussi bien dans ces playoffs. Tu l'as dit, moi, je les voyais même pas passer les Clippers. Et je suis plutôt content de m'être planté. Adelman fait du très bon boulot. Murray est dans ses playoffs. Jokic est tellement le meilleur joueur du monde que ça en devient redondant en fait de le dire à chaque fois, mais même cette équipe, elle a une résilience incroyable. Deuxième Game 7 en 2 séries de playoffs, il lâche absolument rien, alors que le niveau de fatigue quand même que ce groupe doit commencer à ressentir, c'est impressionnant. Dans ces playoffs, personne n'a joué plus de minutes que le quatuor Murray, Jokic, Brown et Gordon. Murray et Jokic sont à 540 minutes, je crois, et 525 minutes. Enfin, c'est délirant. En plus de ça, là, Jamal Murray, visiblement, était malade avant ce match. Malgré ça, il nous sort une performance de patron. Enfin, vraiment, cette équipe est étonnante. Alors, je sais qu'il faut jamais sous-estimer une équipe ayant déjà remporté un titre, mais là, ce run de playoff de Denver, ça commence vraiment à ressembler à une épopée épique. C'est dingue. La nuit dernière, on a Julian Strawther qui émerge en tant que Factor X, alors que jusqu'à présent, il faisait pas des bons playoffs du tout, au point d'ailleurs de sortir complètement de la rotation d'Adelman. En regardant le match, dans le deuxième quart-temps, moi, il y a un espèce de coup d'accélération du Thunder, et à ce moment-là, je me dis, bon, ça va être difficile, il y a plus de 10 points d'avance, ils ont vraiment l'air d'être bien dans leur match, il y a aucun problème. Jamal Murray fait une fin de deuxième quart-temps incroyable. Les Nuggets refont un run à la fin du troisième quart qui leur permet de revenir et de se détacher. Enfin, il y a vraiment une forme de maîtrise dans cette équipe. On sent qu'ils ont déjà vécu ces moments-là, qu'ils ont cette expérience, et ça leur permet de jamais paniquer, de contrôler même quand ils sont en difficulté. Alors, évidemment, c'est pas toujours le cas, hein. Ils se sont pris une énorme claque, notamment au match 2, mais on n'empêche que je pense qu'on était nombreux à les enterrer, et ils sont toujours là, et ils ont l'occasion ils ont l'occasion de remporter cette série sur ce match 7, où ils vont quand même avoir des arguments, malgré la fatigue, malgré le désavantage du terrain. En termes d'expérience, ils sont très très loin devant cette équipe du Thunder. Ouais, complètement. Et ils ont aussi bien banané le Game 5 qui était largement à leur portée derrière une performance absolument lunaire de Nikola Jokic, mais personne derrière pour planter les shoots qu'il fallait au bon moment. Je vais me permettre de revenir sur ce que tu as dit, sur la fin du deuxième quart-temps qui a été absolument déterminant effectivement dans cette rencontre. Enfin, un des points déterminants, il y en a tellement, il y en a eu tellement. Ouais, il y en a énormément. Ouais. C'est vraiment une confrontation de poids lourd. Cette série, c'est hallucinant. C'est une série où Chaque tu peux coup, revoir les matchs 3 fois. ouais, le niveau stratégique, je sais pas, mais c'est exactement ça, Charlie. Le niveau stratégique de cette série est absolument effarant. C'est incroyable. Les adaptations permanentes que font les joueurs, que font les coachs pour essayer de contrer ce qui se passe, les ajustements que font l'autre équipe. Et d'ailleurs, David Adelman, je suis en train de me dire qu'il fait des erreurs. Ça se voit que c'est un coach intérim Ouais, et mais qu'il des n'a pas nuances. encore l'expérience. Mais qu'est-ce qu'il fait des bons ajustements? Ouais, ouais. Il laisse les joueurs qui ont la main chaude sur le terrain. Il n'hésite pas à sortir les joueurs qui font n'importe quoi. Quand il sort Westbrook au premier quart-temps, parce que Westbrook commence le match avec 3 points, 3 balles perdues, des passes complètement stupides, des décisions complètement stupides. Et il l'a sorti. On voit bien que Westbrook est contrarié, mais à ce moment-là, Adelman dit, mais non, mais là, tu es en train de nous traîner vers les bas-fonds. Adelman, on peut aussi lui reprocher d'avoir gardé Michael Porter Jr. à la fin du Game 5 et d'avoir été prêt à mourir sur l'autel de Porter Jr. malgré le fait qu'il était incapable de rentrer un seul tir. Bon, bref. Mais j'aimerais revenir à la fin de ce deuxième quart-temps, effectivement, c'est à ce moment-là, vers la fin de ce quart-temps, qu'on a la 4e faute de Shai Gilgeous-Alexander. Et c'est un truc dont je me suis fait la réflexion plus cette série avance,
c'est que OKC a une défense hyper agressive. En fait, OKC, leur but, c'est de créer des pertes de balles. Et on voit bien depuis le début de la série, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à créer un peu un malaise dans la tête de Jokic pendant 3 matchs, hein, les matchs 2, 3, 4. On voit que Jokic est complètement désarçonné par la défense proposée par OKC, parce qu'il y a un système d'aide permanente des arrières, un système de rotation qui est hyper bien huilé, hyper exigeant, super bien mis en place par Daigneault et ses joueurs. Mais cette ultra agressivité du Thunder fait qu'ils font beaucoup de fautes potentiellement. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans cette rencontre. Et on voit, c'est à un moment, Shai Gilgeous-Alexander a déjà 3 fautes. Jokic arrive à lui taper le ballon, à prendre le ballon dans ses mains, et SGA, de façon presque réflexe, tente de refaire une interception derrière. Alors si tu regardes le replay, c'est assez compliqué de voir où est la faute. Hein, tu as l'impression vraiment qu'il touche que le ballon, mais les arbitres sifflent faute. C'est sa 4e faute, et c'est ce moment-là dont tu parles. Ce moment-là où OKC, on a l'impression qu'ils sont en train de prendre le devant et que ça va être très dur pour les Nuggets, qui ont réalisé un bon début de match, notamment dans le sillage de Jamal Murray. Ça va être très dur pour eux de reprendre, de trouver un second souffle, et que OKC va terminer sur les chapeaux de roue cette première mi-temps, et c'est pas du tout ce qui se passe. Et finalement, les Nuggets restent au contact, et ça sera très important pour la suite. Et effectivement, le Thunder, là, j'ai l'impression, vont devoir régler un petit peu la molette d'agressivité défensive entre on est ultra agressif, quitte à se mettre en danger, et ils l'ont pas trop payé sur les premiers matchs. La plupart de leurs rotations sont quand même absolument impeccables, mais là, il y a eu beaucoup de fautes de commises, et c'est un jeu dangereux auquel joue le Thunder. Mais c'est un produit typique de leur défense, qui est la meilleure défense de la ligue. Oui, mais en fait, c'est déjà quelque chose qu'on avait évoqué avant le début de ces playoffs, quand on cherchait un peu les points de doute qui pouvaient entourer cette équipe d'OKC. On avait dit c'est une équipe qui est tout le temps à la limite en termes d'agressivité, ouais. Et l'arbitrage des playoffs n'est pas le même que celui de la saison régulière, et il va falloir qu'ils fassent très attention à ça. Et c'est sûr que ça a un impact. Et moi, je trouve aussi je trouve qu'ils ont un peu du mal offensivement quand ils se retrouvent face à la défense de zone des Nuggets. Et surtout, il y a un truc qui, pour moi, est un énorme problème aujourd'hui au OKC. C'est Jalen Williams. Jalen Williams, aujourd'hui, il a vraiment du mal. Alors, certes, sur le match de la nuit dernière, il donne 10 passes, mais au shoot, il est vraiment en galère. Et on a vu, notamment lors du premier tour, à quel point son apport au scoring est important. Et là, il fait pas du tout une série digne du premier lieutenant d'une équipe favorite pour le titre. Alors certes, il y a ce match 3 où il est très bon, mais sinon, son adresse sur la série, elle est beaucoup trop incertaine. Sur le premier match, il est à 25%. Ensuite, deuxième et troisième match, c'est ses meilleurs niveaux de performance sur la série, mais c'est une dégringolade au match 4. Le match 5, donc la nuit dernière, pareil, il est complètement à l'ouest. Et je pense que il faut surveiller de très près sa performance sur le match 7, parce que OKC aujourd'hui a trop besoin qu'il mette ses 18-20 points au soutien de Shai Gilgeous, surtout qu'on le voit rater des trucs qu'il n'a pas le droit de rater. Enfin, dans le 4e quart-temps, à un moment, il rate un dunk après une interception sur Christian Brown, ouais, qui est terrible. Et en fait, tu vois l'action, et c'est mental ce qui se passe. Cette action, elle est mentale. En fait, il y a un moment où il voit Jamal Murray revenir sur lui, et donc il se dit, bah tiens, je vais aller au lay-up plutôt que dunker. Enfin, c'est très compliqué de comprendre ce qui se passe, mais c'est pas possible. Et aujourd'hui, en fait, le Thunder a besoin qu'il soit. On lui demande pas de mettre 35 points, mais il faut absolument qu'il soit autour des 20 points, sinon ça va être très compliqué. Mais ce qui est en train de se passer du côté du Thunder est absolument fascinant dans toute la logique de cette équipe et de sa construction et de son avenir. Shai Gilgeous-Alexander a plutôt répondu présent, largement. Il a eu un match 5 absolument en pleine maîtrise, absolument impressionnant dans le Money Time. Et il n'y a pas vraiment de problème. Shai Gilgeous-Alexander, non. Il a eu quelques performances en dessous, mais que ça soit SGA ou que ce soit Jokic, les défenses adverses sont concentrées quasiment exclusivement sur le fait de les arrêter. Et ça, c'est extrêmement compliqué de se dépatouiller de ça. Et Dieu sait que ces deux joueurs sont formidables au point de réussir, malgré tout, à se débrouiller face à une équipe entière qui n'est dédiée qu'à les stopper. Donc franchement, Jokic et SGA, c'est un des duels de potentiel MVP les plus impressionnants que j'ai jamais vu
de ma vie de fan. Très Ouais, sincèrement. je suis d'accord. Effectivement, maintenant, cette série, elle va se jouer sur les lieutenants. Et Jalen Williams, c'est ça la question, et c'est exactement ce que tu viens de dire. À quel point c'est mental ce qui est en train de se passer? Et il faut que la réponse, pour les fans du Thunder, il faut que la réponse soit, il va réussir à surmonter. Pareil pour Chet Holmgren, qui fait une série correcte, mais ce que j'ai envie de dire, c'est est-ce que Jalen Williams et Chet Holmgren, qui étaient quasiment, sans aucun doute, les deux joueurs d'avenir pour jouer aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander pour les années, pour les 10 ans qui viennent, tout d'un coup, c'est un test ultime de leur capacité à pouvoir entourer Shai Gilgeous-Alexander dans les moments clés en playoff. Et c'est Alex Caruso qui le dit extrêmement bien. Quand il parle de Denver, il dit Denver, j'étais sûr que cette équipe allait nous pousser dans nos retranchements et nous obliger à faire face à une adversité qui c'est make or break, quoi. C'est soit ça passe, soit ça casse. Ouais. Et d'ailleurs, Caruso, qui est absolument, lui, pour le coup, très très juste en fait, il est excellent des deux côtés du parquet. Ah, mais Et c'est c'est là où on absolument voit, incroyable. c'est ouais, c'est ça, c'est là où on voit en fait l'importance de l'expérience aussi. Et c'est sûr que aujourd'hui entre Jalen Williams et Alex Caruso, bah il y a une énorme différence d'expérience, il y a une vraie différence dans la maîtrise et dans l'approche de l'événement. Et on va pas oublier la jeunesse de cette équipe. Mais c'est vrai ouais que bah, aujourd'hui Jalen Williams il doit être aujourd'hui beaucoup plus performant si cette équipe elle veut espérer quelque chose. Et toi tu dis Holmgren et lui doivent être les joueurs qui accompagneront Shai Gilgeous dans les années à venir. Je dis pas que ça doit. Je dis c'est comme ça qu'ils Oui, étaient c'est ça. perçus avant le début de cette série. Parce qu'il faut quand même pas oublier que certes l'équipe elle est jeune, certes le coach aussi, certes il y a une marge de progression, mais la fenêtre de tir de Casey pour le titre elle est pas extensible. Ils vont être rattrapés par les questions de Dans contrat. un an, t'as les contrats qui s'imposent. Exactement. Donc en fait aujourd'hui est-ce que vraiment OKC a envie d'attendre que Jalen Williams, par exemple, trouve de la régularité et des repères en playoff? C'est un peu la question qui va se poser si cette série ne se termine pas bien. Ah mais absolument. Absolument. Et la complémentarité avec Shai Gilgeous-Alexander. Et ça paraît totalement contre-intuitif de dire un truc comme ça, voire stupide pour certains probablement qui nous écoutent. Parce que c'est une équipe du Thunder qui a gagné 68 rencontres, qui a marché sur la ligue toute la saison. Oui, mais on Donc les juge pas là-dessus. tout d'un coup, tu dis ça, tu te dis, bah attends, ils ont largement prouvé qu'ils sont capables de dominer. Le problème est, et c'est pour ça que Jamal Murray est un joueur absolument fascinant, c'est est-ce que tu es capable de performer en playoff? Est-ce que tu es capable de performer quand ton équipe est dos au mur, quand il faut mettre les shoots et que tu as la main qui tremble? Est-ce que tu es capable de faire ça? Et Jamal Murray, je continue à être dans un espèce de no man's land le concernant et concernant l'avenir potentiel des Nuggets après coup. Que fera le prochain general manager avec cet effectif? Quelle décision il prendra? Mais c'est là où la valeur de Jamal Murray est indéniable. C'est que c'est un joueur, quoi qu'il arrive, dans un match décisif, tu sais que la probabilité qu'il réponde présent est tout à fait là. Il l'a déjà prouvé à maintes et maintes reprises. Oui, non, bah, Il a fait partie d'un effectif qui est allé au bout. oui, Donc, c'est ça. donc je comprends bien. Tu avais raison l'autre fois quand tu disais, ouais, l'espèce de son parcours en 2023, combien de temps il va se reposer là-dessus, combien de temps on va le voir à travers ce prisme. Et effectivement, là, est-ce qu'il est en train de comment dire, de, de lever tous les doutes le concernant? Je ne sais pas, on verra le game set, on verra ce qui se passera, on verra aussi plein d'autres choses. Parce que le fait est que quand tu as un effectif aussi réduit que Denver, quand tu as des joueurs comme Russell Westbrook et Michael Porter Jr., que les défenses peuvent largement, ou Peyton Watson, que les défenses peuvent largement ignorer, parce que c'est ce que fait le Thunder, hein. Dès que Westbrook est là, personne ne défend sur lui. Tu joues à 4 contre 5. Donc, Bah, voilà, quand tu es Jamal Murray et que toi, tu te transcendes dans les espaces, tout d'un coup, ça devient plus compliqué. Idem pour Jokic. Il y a eu aussi beaucoup ça en termes de difficultés concernant Denver. Et c'est pour ça que je suis absolument épaté de les voir dans un game set. Franchement, réussir à passer le fait que Michael Porter Jr. est à 5 sur 180 à 3 points et que Russell Westbrook te plante 20 airballs par match,
Waouh. Je m'y attendais pas, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et effectivement, Jamal Murray, il fait des très bons playoffs. Il confirme sa réputation de joueur capable de step up comme il le faut. Moi, je lui ai jamais, personne lui a dénié cet aspect de son jeu. Moi, le vrai problème que j'ai avec lui, c'est ce manque de régularité. Et je trouve qu'effectivement, Jokic aurait besoin de pouvoir compter sur un lieutenant plus régulier. Mais sur cette campagne de Mhm. playoffs, il y a absolument rien à lui reprocher. Et sur cette série, il a un impact qui est absolument colossal. Colossal. Et franchement, Jokic, pour rester un tout petit peu sur les joueurs des Nuggets, mais moi j'ai plus les mots pour parler de lui. Ce joueur est tellement phénoménal, sa maîtrise des fondamentaux, sa lecture du jeu, sa gestion du rythme. Il n'y a rien à jeter chez ce joueur. En fait, ce que tu disais, on a un duel de MVP absolument fou, et je suis d'accord, hein, Shai Gilgeous c'est incroyable aussi, mais en fait, au-delà de l'aspect purement performance, moi, je crois vraiment que Jokic, c'est le joueur le plus fascinant que j'ai vu sur un parquet depuis que je suis la NBA. Et ça fait quand même un peu plus de 20 ans que je suis la Mhm. NBA, mais c'est juste dingue, en fait, ce que ce mec-là fait. En fait, Jokic, sa capacité à élever le niveau de tous les joueurs qui l'entourent, Ouais, ouais. je pense que c'est ce qui me fascine le plus. Et c'est ça qui est dingue quand tu regardes Denver aujourd'hui, c'est que tu te dis, s'ils avaient deux joueurs potables, s'ils avaient Aaron Wiggins et Kayson Wallace dans l'effectif, qui sont absolument splendides en sortie de banc côté Thunder, euh, tu te dis, mais Denver aurait terminé cette série. En fait, c'est là où le côté criminel du front office et des proprios des Nuggets ressort d'autant plus, quoi. Tu ne peux pas avoir un mec comme Jokic et être là à dire ah ça va, on va faire on va être à moitié agressif sur le recrutement, on va faire à moitié le boulot pour entourer ce joueur-là. De toute façon, il est assez fort pour nous porter jusqu'au assez loin en playoff. Et c'est ça qui me file un ulcère en fait. C'est que ce joueur-là, ce qu'il est en train de faire à OKC là, alors que de base jamais de la vie les Nuggets devraient être dans cette situation. Euh, voilà. Et j'aimerais aussi rendre hommage au Thunder parce que les trois matchs où Jokic, tu voyais que Jokic était en train de réfléchir à qu'est-ce que je, pourquoi j'y arrive pas, qu'est-ce que je fais pas bien, pourquoi je trouve pas les solutions. Là, j'ai pas d'espace. Sur le moindre de ces spins, il y avait une aide défensive. Il y avait une physique, un côté, un engagement physique côté OKC qui l'a vraiment mis mal à l'aise. Et bravo à eux, franchement, j'ai jamais vu Jokic faire trois matchs comme il a fait dans cette série, quoi, consécutivement. Là, pour le coup, Game 5, Game 6, on voit qu'il a commencé à trouver les solutions. Ouais. Et puis, j'aimerais juste avoir un petit mot aussi pour le héros de ma vie, Christian Brown. Mon most improved player of the year à mes yeux, et qui est en train de justifier le truc, mais à 200%. Ce joueur est en train de devenir une pièce absolument clé de ce run en playoff, quoi. Quand je repense à tout le monde qui crachait au visage de Christian Brown en disant que jamais de la vie il serait capable de faire ce que Kentavious Caldwell-Pope faisait, bravo à lui. Et c'est ça que moi quand je dis most improved player, et ben pour moi Christian Brown est définitivement mon most improved player parce que justement non seulement il a fait une saison exemplaire, mais en plus en playoff il n'a pas une seule fois. Alors, il n'a pas toujours été brillant et exempt de tout reproche. Mais la production, l'énergie, défensivement, ce qu'il est capable de faire face à Chegidius Alexander, franchement, c'est absolument épatant. Ouais. Épatant. Et d'ailleurs, à propos de Christian Brown, on parlait contrat pour le Thunder. Lui aussi, il va bientôt falloir le payer. Et effectivement, vu sa progression cette saison, Il y a un contrat qui est dans les tuyaux, apparemment. il va falloir le payer à la hauteur de ce qu'il fait. Parce qu'il est... 4 ans, 94 millions, je crois. C'est ce que, je sais plus quel journaliste a dit ça. Je crois que c'est un gars de The Athletic, un truc comme Attends, ça. mais ça va payer des sacrés taxes, là, côté Nuggets, quand même. Hein. Ah bah va falloir, il y a d'autres choix, il y aura d'autres choix à faire, ça c'est sûr Ah et bah oui, certain. parce que là, en 2026, parce que du coup ce serait pour 2026, j'imagine. Enfin, on est sur du 50 Oui. millions pour Murray, 60 millions pour Jokic, 40 millions pour Porter. Enfin, c'est lourd quand même, là, la De toute masse façon, salariale. Enfin bon, bref, on verra ça un autre moment. on Mais ouais, non, verra ce que ça donnera. moi, je voulais te poser la question sur les rotations du Thunder, parce que
Je crois pas avoir vu ces dernières années une équipe à ce stade des playoffs avec une rotation aussi large. Aujourd'hui, Denio, il joue quasiment avec 10 joueurs, quoi. Et Ouais. qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu valides vu l'apport de ces joueurs? Parce que autant effectivement, il y a des joueurs dont l'apport, Caruso, Wallace, Wiggins, etc., il n'y a pas grand-chose à redire. Autant il y a des séquences où Jalen Williams, Isaiah Joe, moi j'ai un peu plus de mal. Hein. Et c'est là tout le dilemme côté Thunder. Ils ont eu des résultats en jouant de cette manière-là pendant la saison régulière. Et si tu écoutes les conférences de presse de Marc Degnaud, c'est exactement ce qu'il explique. Ils veulent continuer à jouer comme ils l'ont toujours fait et de continuer sur cette espèce de force collective et d'identité collective qu'ils ont toujours eue. Jalen Williams, il a plutôt apporté des bonnes choses à mon sens. Il est quand même plutôt pas maladroit euh, à longue distance. Il est plutôt extrêmement physique sur Jokic. Oui, mais c'est ça, c'est surtout pour sa défense. Mais Voilà, il est pas ridicule. Et à partir du moment où tu mets Hartenstein et Holmgren dans le 5, de toute façon, t'as pas le choix de le faire jouer lui. Wiggins et Wallace et Caruso, c'est des joueurs qui ont été absolument clés pour moi côté Thunder. Ils en c'est seraient pas clair. là s'ils n'avaient pas performé sur les derniers matchs. Très clairement, enfin les dernières victoires d'OKC, notamment le match 5. Wallace, sa défense, elle est. Je m'attendais pas à ce il soit aussi bon défensivement en playoff. Et franchement, chapeau à lui. Wiggins, je pensais pas le voir marquer autant de paniers sous pression comme il l'a fait. Caruso, on connaît son pédigré, ça, il y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il est fort, Caruso. Il est absolument épatant. Isaiah Joe, c'est peut-être effectivement un joueur qui, en saison régulière, avait un rôle il était beaucoup plus mis en avant dans la rotation de Denio. Et là, tout d'un coup, on sent qu'il est un peu perdu et qu'il n'a pas trouvé son rythme et qu'il n'a pas trouvé sa place sur le terrain. Maintenant, voilà, je persiste à dire que euh, côté Thunder, la clé, et ça, j'enfonce une porte ouverte, tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais ça va être la capacité à Jalen Williams et à Shelton Green de dépasser mentalement le blocage qu'ils peuvent avoir sur les deux derniers matchs et de se transcender sur le game set. Et ça peut totalement changer le cours de l'histoire de cette franchise. Je veux dire, si là il s'écroule, les conséquences peuvent être dramatiques, mais ils sont jeunes et il y a tout à fait la possibilité que ça leur serve de leçon et qu'ils grandissent de cette expérience. C'est plus cette probabilité-là sur laquelle je miserais. Ça peut aussi détruire un joueur. Faut pas se leurrer, ça arrive. Qu'on le veuille ou non, ça arrive. T'as Bah, des joueurs qui perdent pied totalement une fois qu'ils ont été mis face à leur propre mortalité, on va dire, sur une série de playoffs. Jalen Williams, il a déjà eu des moments difficiles la saison dernière Complètement. contre les Mavs et Holmgren aussi. ça l'a pas tué du tout. Non, Mais non, 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 je dis pas. Mais comme tu le dis, c'est-à-dire que le Thunder, enfin on l'a dit tout à l'heure, le Thunder l'été prochain vont commencer à devoir penser voilà, c'est ça. aux finances. C'est ça. C'est-à-dire que là, leur force, c'est qu'ils ont tellement de joueurs sous contrat rookie qu'ils ont cette espèce de surpuissance de rotation, ce qui fait qu'ils peuvent jouer 10 joueurs, ce qui fait qu'ils ont cette capacité d'avoir des jambes fraîches au quatrième quart-temps et ainsi de suite. Ok, dans un an et quelques mois, ça sera l'obligation de prendre des décisions. Après, Sam Presti et on ne peut plus bien loti parce qu'il a gavé de pics de draft et il pourra faire tous les changements qu'il veut le jour où il a envie de faire un changement. Ah oui, non, mais Mais ça c'est clair que vu ce qu'ils ont fait déjà, on va pas non voilà. plus, on va pas, voilà, on va leur faire confiance. Mais ouais, Maintenant, voilà, ils sont mis en difficulté leur réaction dans le game set et un game set. On sait tous à quoi ça ressemble un game set. Ça ressemble à aucun autre match. Tous les matchs de la série, là, on peut tous les mettre à la poubelle. ouais, Le game set, ça va être une toute autre histoire. Et, et on verra. J'ai même envie de dire que tous les matchs de cette série ont été une toute autre histoire, un scénario à chaque fois complètement différent à chaque rencontre. Donc on verra ce qui va se passer, mais en croisant les doigts pour qu'il y ait pas de. Denver n'a rien à perdre, selon moi, clairement.
Non, mais ça, bien sûr. Moi le seul doute que j'ai, c'est visiblement autour d'Aaron Gordon. Il y a quelques petites questions Oui, sur une éventuelle blessure à la cuisse, et ça, ce serait terrible. ça Vraiment. serait la fin. Ça serait la Ouais, fin. ouais, ouais. Franchement, il est tellement fort, il est tellement important, Aaron Il Gordon. est absolument indispensable. Ouais, il est incroyable. Voilà, moi j'ai vraiment très hâte de voir ce match 7. Effectivement, j'espère qu'il sera là. Et s'il est là, bah, est-ce que ça va se jouer sur la fraîcheur physique? Et dans ce cas-là, il y a forcément un énorme avantage pour OKC. Est-ce que ça va se jouer à l'expérience? Dans ce cas-là, l'avantage, il est clairement côté Denver. Enfin, il y a rien de mieux que les matchs 7 en playoff NBA. Et les fans de Denver, toi y compris, le savent mieux que personne, en fait. C'est juste, c'est le pic du playoff basketball, et j'ai vraiment très 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 hâte de voir ce match, c'est inratable. Ouais. Et franchement, je réitère, mais David Edelman, je me pose vraiment la question de savoir si. Là, il est vraiment en train de prouver des choses. Je te dis, Ouais, l'utilisation de la zone. En fait, la grosse différence pour les Nuggets, c'est leur niveau défensif depuis le début de ces playoffs. ouais, bien sûr, et C'est les, effectivement, c'est la, les la zone réponses fait la défensives grosse qu'ils ont réussi différence. à trouver dans chaque série, que ce soit face aux Clippers et contre cette équipe du Thunder qui était un monstre absolu dès l'entame de leur confrontation. Et le fait qu'il ait réussi à trouver des ajustements, euh, tu vois, je suis pas sûr que Michael Malone, par exemple, soit aussi capable de changer ses rotations, de laisser Julian Strother comme il l'a fait. Et je dis pas, Adelman, il a fait des erreurs, je l'ai dit tout à l'heure, mais franchement, il a pas peur de. Moi, j'ai souvent râlé contre Michael Malone parce qu'il était trop arc-bouté sur ses décisions, sur ses rotations, sur ses joueurs, sur ses préférences. Et même en playoff, parfois, il changeait pas les choses. Et là, il le fait très bien, je trouve. Adelman, oui, des fois, il se trompe, mais pour l'instant, c'est trois partout. Et tu vois, Julian Strother, il avait fait une bonne saison, il s'est blessé en milieu de saison, c'était vraiment dommage. Il a pas réintégré la rotation après ça. Et putain, et là, le miracle absolu, quoi. N'importe quoi. Ouais, je suis d'accord, et je trouve, pour rester un tout petit peu sur les coachs, que pour le coup, les grosses difficultés là d'OKC face à la zone de Denver, c'est une petite pierre dans le jardin de Denio. Pour le moment, il n'a pas trouvé la solution, il n'a pas encore trouvé la réponse. Ouais, complètement, ouais. Parce qu'il est obligé d'arbitrer sur la présence de Ludort ou je mets Caruso, combien de tickets shoot je donne à Jalen Ouais, mais c'est Williams, aussi pour ça, en alors fait, qu'il est en train de couler le navire. Mais c'est si je aussi pour dis, ça que bah je non, te parlais Jalen de ces Williams, t'arrêtes rotations, de tu vois. tirer. Ouais, ouais, bien sûr. Est-ce que face à cette défense de zone, ça vaut pas le coup sur certains moments de resserrer éventuellement les rotations? Je sais bien hein, que c'est ce collectif qui a fait leur force en saison régulière, mais là on est en playoff, c'est plus le même basket, c'est plus la même manière de jouer, c'est plus la même manière de fonctionner, c'est plus les mêmes rotations, et je me demande à quel point cet entêtement autour de ces rotations larges, ça peut leur poser, ça peut leur causer préjudice. Ouais, pour toi, c'est une problématique potentiellement. Bah en tout cas c'est un des trucs qui me titille un peu, tu vois. C'est un des trucs sur lesquels je me dis est-ce qu'il y aurait pas un levier là-dessus? Tu veux dire à donner plus de minutes aux titulaires Ouais, c'est et aux ça, ouais. joueurs et à réduire la rotation en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Mhm. Ouais, c'est pas con. C'est même extrêmement intelligent ce que tu viens de dire. Je pense que c'est une des choses les plus intéressantes à suivre côté Thunder pour le Game 7. Oui, mais moi je pense qu'il aurait déjà dû le faire. Mais effectivement, c'est Ah un des oui, trucs que je vais surveiller pour le match 7, ouais, tout à fait. de toute façon, pour le Thunder, cette situation, cette confrontation face aux Nuggets, quoi qu'il en soit, ça sera quelque chose d'ultra bénéfique pour eux. Oui, tout à fait. Voilà. Ils sont en Et train si, d'apprendre là, ouais, oui, oui, ça je suis d'accord. et de se bâtir un mental. Tu es en train de te construire un mental et une expérience qui te pousse tellement loin dans tes retranchements. C'est ça, en fait, qu'il faut avoir. C'est que tu es tellement poussé loin dans tes retranchements, dans tes émotions, dans ta sensibilité, dans tout ça, c'est que après, bah, tu deviens beaucoup moins. Voilà, prochaine fois que tu te retrouves dans cette situation, bah, tu auras déjà vécu ça. Donc, tu auras une espèce de familiarité qui te permettra d'être beaucoup plus détendu et de t'adapter et non plus d'être dans la réaction. Tu vois ce que je veux dire d'être plus en conscience de ce que tu es en train de faire et de ce qu'il faut faire pour s'en sortir
Ouais. plutôt que se dire merde, j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe quoi. Alors C'est vrai qu'avant qu'en ça plus, passait. c'est vrai qu'en plus, ça va être leur premier Game 7, là, hein. L'année dernière, ils se sont fait sortir en 6. Ouais. Ça va tout à fait être le premier. Et le recrutement de Caruso et Hartenstein, Non, mais c'est incroyable. mais sans ça, le Thunder, ça passe jamais. Ça passe jamais, quoi. L'importance colossale de ces deux joueurs-là, on en avait parlé, toi et moi, hein, que c'était un des meilleurs recrutements qu'on avait jamais vu de la part d'une équipe. Mais ils sont tellement indispensables que c'est fou, quoi. Ah, mais moi, Caruso, j'aime trop ce mec, hein. Il est dingue. Je reviens, s'il te plaît. Reviens à la maison, Alex. On va parler des Celtics et des Knicks. Un cauchemar qu'on ne souhaite pas à son pire ennemi. Les champions en titre sont encore en vie dans leur confrontation face à New York avec un match 6 qui doit se jouer au Madison Square Garden. Les Celtics ne pourront toutefois pas compter sur la présence de Jason Tatum qui a subi une rupture du tendon d'Achille dans le Game 4, une blessure terrible qui devrait le maintenir éloigné des parquets pendant au moins 9 mois, voire plus. Elle va très certainement forcer Boston à modifier complètement ses objectifs à court terme, principalement dans le recrutement et la construction de l'effectif tel qu'il est aujourd'hui. Mais attention, Boston n'est pas encore mort et New York va avoir fort à faire pour se débarrasser d'une équipe fière et combative qui n'a aucune intention de rouler sur le côté pour leur laisser le champ libre. Les Knicks vont devoir se qualifier à la sueur de leur front en combattant comme ils l'ont excellemment fait depuis le début de ces playoffs. Charles, est-ce que tu veux commencer sur Tatum ou est-ce que tu veux parler de la série en tant que telle? Bah, de toute façon, les deux sont liés, hein, la blessure Oui, de là, Tatum. aujourd'hui, de fait, ouais. Ouais, c'est ça. On va commencer par avoir un mot pour Tatum. C'est terrible. D'abord, évidemment, pour le suspense de la série, mais bien au-delà de ça, en fait. C'est une blessure qui est grave, avec une très longue convalescence. C'est un, Ce qui est terrible, c'est que Tatum, il vient d'avoir 27 ans, il est à l'orée de son prime, c'est vraiment un énorme coup dur, et évidemment, on ne peut que lui souhaiter de revenir en pleine forme, parce que ça fait mal au cœur de le voir évacuer. Enfin voilà, c'est vraiment des images qu'on n'aime pas voir. En plus, il était en train de faire un match incroyable, il était enfin rentré dans sa série, il était Mm. enfin dans son rôle de patron de cette équipe, et à ce moment-là, on était un peu en train de se dire, ah bah ça y est, on retrouve le Boston de la saison dernière. Et ouais, vraiment, ça m'a fait mal au cœur de voir ça. Donc, franchement, on ne peut que lui souhaiter un bon rétablissement et de revenir, surtout de prendre son temps, mais de revenir, si possible, aussi fort qu'il l'était. Et c'est absolument dramatique. L'impact sur Boston est colossal. J'ai envie de dire sur l'ensemble de la NBA, parce qu'aujourd'hui, Boston se retrouve dans une position. Alors, on va parler de la série parce que c'est important. On va parler de ça après, mais effectivement, là, aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, aux portes de son prime, comme tu l'as souligné. Et voilà, cette blessure qui va au moins le maintenir hors compétition pendant un an. Je pense que la saison prochaine, il y a vraiment excessivement peu de chances de le voir remettre les pieds sur le terrain. Ouais. Ça va aussi forcer Boston à prendre plein de décisions financières, alors qui étaient déjà dans les tuyaux pour l'été, hein. Oui. Il y avait déjà énormément de décisions à prendre. Mais là, tu te projettes un été encore plus loin. C'est-à-dire que là, c'est pas cet été-là qu'il faut gérer. C'est l'été 2026 qu'il faut gérer. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Boston va devoir prendre des décisions sur les joueurs qui sont dans cet effectif. Qui, quoi, comment, qui reste, qui part, qui on prolonge, qui on envoie ailleurs. C'est dramatique et ça va changer le visage même de la ligue dans le sens où, en fonction des échanges qui vont avoir lieu, tu as des équipes qui jouent potentiellement le titre ou qui sont à un joueur de faire un bond en avant, bah, vont récupérer je ne sais pas quel joueur de cet effectif. Et ça va être une pièce maîtresse de leur rotation la saison prochaine. Franchement, on parlera de tout ça au moment de l'intersaison et on verra quelles décisions seront prises du côté de Boston. Mais, mais j'ai rarement vu un événement aussi cataclysmique que cette blessure de Jason Tatum à autant de niveaux, tant au niveau personnel pour le joueur, où ça me brise le cœur de le voir euh, être en souffrance comme il l'a été, et puis le désespoir qu'il a vécu à ce moment-là. Parce qu'effectivement, bah, tu as toujours la question de te dire est-ce que je serais capable de revenir à mon meilleur niveau? Probablement dans 2 ans.
ça paraît tellement loin. Et ça me fait hyper mal au cœur parce que alors je suis pas le premier fan de Jason Tatum, mais il mérite clairement pas ça, quoi. Non, c'est clair. Non, je suis bien d'accord avec Terrible. toi. Et ouais, ouais, c'est triste. Hein. Franchement, c'est vraiment triste. D'autant qu'en plus, je te dis, je veux dire, mentalement, ça doit être tellement difficile pour lui parce il était en train de faire vraiment un excellent match et c'était attendu en fait ce match. On l'avait dit la semaine dernière. On avait dit il faut que Tatum rentre dans cette série, que Tatum montre un peu le joueur qu'il est, etc., etc. Et ouais, ouais, ça fait vraiment, c'est triste. Et vraiment, j'espère qu'il pourra revenir. Et oui, évidemment, tout ce que ça va déclencher comme décision pour Boston. Alors tu l'as dit, c'est des décisions que de toute façon il aurait fallu prendre, mais ouais, là, il va falloir d'autant plus se pencher sur la situation. Il me semble qu'ils en est à quasiment 500 millions d'amendes, enfin de salaires et de luxury tax à payer dans les mois qui viennent si ça continue. Donc c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de mouvements cet été. Ouais, c'est dramatique. C'est un cas, je sais pas, j'ai pas cherché à voir s'il y avait une correspondance dans l'histoire, mais c'est quand même excessivement rare une situation pareille où une équipe devait justement tendre vers un peu plus de raison financière. Et là, tout d'un coup, c'est un changement de stratégie totale. Et franchement, la nouvelle convention collective de l'NBA, il y a un moment, il faudra qu'on en parle beaucoup plus en détail, mais c'est les punitions prévues par ce truc. Alors, moi, j'ai toujours été d'avis que la NBA mette en place des règles un peu plus drastiques pour éviter les super teams et tout ça. Alors là, c'est une machine à broyer les équipes, quoi. C'est-à-dire que la logique de construction d'une équipe NBA aujourd'hui sont complètement toutes les cartes sont redistribuées, quoi. Et dès Ouais. que tu as un joueur qui s'en sort un petit peu dans ton effectif, qui commence à prendre, à monter en grade, que t'as élevé au grain dans ta ferme, que t'as fait pousser comme ça. J'essaie pas de comparer les athlètes à des animaux de la ferme, hein, qu'on soit bien clair. Non, je dis juste, voilà, que quand que arrives à développer des joueurs, à développer des talents, à développer des jeunes, et que tout d'un coup, bah, tu peux plus les payer, en fait. Tu es obligé de les voir partir. Et j'ai l'impression que ça force beaucoup les équipes aujourd'hui, voilà, à compter sur les contrats rookies. Et le visage de la NBA, je trouve que ça donne quelque chose de. Enfin, on n'en voit pas encore exactement toutes les ramifications, mais je trouve qu'on est parti sur un truc assez étrange quelque part quand même. Tout ça pour dire que Boston, là, avec Jalen Brown et Jason Tatum, qui sont clairement les deux joueurs qui, pour l'instant, sont les deux joueurs autour desquels ils construisent, tout ce qu'il y a derrière, Holiday, Porzingis, Derrick White, euh, Pritchard peut-être moins, ça dépend. Mais là, clairement, il va y avoir des décisions à prendre, quoi. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont se dépatouiller de cette situation qui est super compliquée. Bon, je pense qu'effectivement, les deux premiers cas évidents, c'est Porzingis et Joe Holiday, pour des raisons différentes. Mais Joe, il va avoir 35 ans, et Porzingis, il montre que c'est quand même pas l'assurance tout risque. Donc, en théorie, Alors, c'est Porzingis, c'est un là. contrat expirant la saison prochaine. Holiday, il a encore 3 années de contrat Ouais, bon et courage. une option joueur en 2027-2028. Donc, Ah ouais, non, non, mais ça va pas être facile, hein. sachant que comme ils sont au-dessus de la deuxième, du deuxième éperon, ils sont bloqués de toutes parts sur toutes les manœuvres qu'ils sont censés pouvoir faire. Enfin, c'est lunaire les pénalités que tu subis dès que tu dépasses le deuxième palier, quoi. Ouais. De la limite salariale, enfin de la luxury tax. C'est fou. C'est complètement fou. Donc vraiment un cas d'école à suivre clairement pour l'intersaison. J'ai beaucoup aimé la réaction de Boston. Cependant, dans le match 5, ils ont joué le truc à fond. Encore une fois, le Rudy Tomjanovic, tu peux que penser à lui, pas sous-estimer le cœur d'un champion. Et ils ont réagi comme des champions, les Celtics, sur le terrain dans ce match 5, Charlie. Ouais, ouais, alors oui, je suis tout à fait, je trouve qu'effectivement, cette victoire, elle a une vraie valeur. Le scénario du match 4, couplé à la blessure de Tatum, ça aurait vraiment pu être un énorme coup d'air à la tête. Et en plus, c'est un sujet qu'on avait abordé plusieurs fois depuis un an, enfin depuis 2 ans même, la capacité de cette équipe à faire face à un gros coup dur. Là, ils ont montré une vraie résilience avec un super Jaylen Brown présent en défense, à la création, au scoring, Derrick White qui a été
Enfin, enfin, vraiment, ce mec, c'est tellement un joueur incroyable. Je suis très content de les avoir vus prendre ce match. Je suis aussi content de voir, bah, notamment ces deux joueurs-là à ce niveau. Que la série dure un peu aussi, mais ouais, non, c'était vraiment bien. Ouais, c'était vraiment bien parce que ce match 4 en plus, ils auraient vraiment pu le gagner. Enfin, s'il y avait pas eu ce troisième quart hallucinant de Jalen Brunson dans le match 4, où je crois qu'il met 18 points juste dans ce carton-là, bien épaulé par Bridget Towns, enfin, c'était vraiment, je te dis, le scénario pour moi, il aurait pu complètement tuer Boston, euh, et ça n'a pas été le cas du tout, et c'est bien, et Mazzulla aussi a fait du très bon boulot, notamment bah, le choix de Luke Cornett qui a été incroyable d'efficacité. Et on est quand même dans Super. des playoffs où on a eu un Luke Cornet game et on a eu un Ouais, Julian Strother game, quoi. c'est dingue, hein. Pardon, excuse-moi, je voulais pas te couper. Non, non, mais il n'y a aucun problème. Et je suis content de voir Matsula faire ce choix parce que moi, j'avoue que je trouve globalement que dans ces playoffs, Matsula, je suis pas fan. Tu vois, il y a pas mal de séquences où je comprends pas, par exemple, pourquoi Pritchard ne joue pas plus. Je pense qu'il peut avoir tellement plus d'impact. Mais ouais, c'est cette équipe. En fait, moi, j'ai vraiment une sensation mitigée sur les playoffs de Boston parce que je trouve que cette équipe, elle bafouille son basket et je comprends pas pourquoi. Tu Ouais. vois, par exemple, sur les playoffs 2025, Boston, c'est l'équipe qui fait le moins de passes par match. Tu vois. C'est une équipe qui, je trouve, a des rotations qui sont un peu floues. Il y a des phases de jeu, je comprends pas. Même dans le match qui gagne, là, le match 5, il y a des actions où vraiment, je suis désolé, ça tombe dedans, donc on va rien dire, mais les mecs pull-up à 3 points alors qu'ils sont défendus, qu'il reste plus de Mm. 17 secondes sur l'horloge, qu'ils ont des coéquipiers en mouvement. C'est pas du beau basket, c'est pas du basket qui marche en fait. Je comprends pas ce qu'ils font cette saison Boston. Et vraiment, j'aimerais bien comprendre en fait ce qui se passe du côté de Boston. Vraiment. Je partage absolument ton opinion. Tu viens de résumer exactement ce que je ressens quand je regarde Boston jouer. Il y a cet étrange sentiment de voir une équipe qui parfois joue un basket absolument impeccable. Et quand c'est en place, quand ils sont en rythme, quand il y a ce collectif avec ce jeu de passe, ces pénétrations et ces kick-out à 3 points, et leur manière de gérer la géométrie entre eux, de connaître un petit peu le placement de chacun et tout, tu sens que cette équipe, elle est quasiment imbattable. Mais Et oui. parfois, pour qui, pourquoi, et j'arrive pas à me l'expliquer, parce que des fois, j'ai pas tant que ça l'impression que c'est dû à la défense adverse, que ça ne l'est eux qui cafouillent leur basket ou qui tout d'un coup décident de sortir des schémas qu'ils mettent en place. Alors, peut-être que je me fourvoie totalement et que j'ai une mauvaise lecture du jeu concernant Boston. C'est pas impossible. Hein. On est des fois, on n'est pas lucide ou des fois, il y a des éléments qu'on manque dans notre analyse. Ça peut arriver, bien évidemment. Mais voilà, tu as des décisions où des fois tu te grattes la tête et tu te dis mais pourquoi il prend ce tir. Mais oui. Tout d'un coup, les passes ne sont pas faites. Tout d'un coup, tu as des tirs qui sont forcés. Tout d'un coup, il n'y a plus cette circulation du ballon comme il y avait 5 minutes plus tôt. Je me l'explique pas. Et Boston, pour moi, est une équipe qui est jamais plus forte que quand, justement, il y a ce ballon qui circule et cette espèce de puissance du jeu collectif qui s'installe sur le parquet. Quoi. Mais c'est clair. Et trop souvent, là, on n'a pas vu ça. Quoi. Et vraiment, en fait, il faut revoir les matchs de playoff de l'année dernière de Boston et ceux de cette année. Il y a vraiment des séquences où c'est le jour et la nuit. En fait, c'est un peu comme si, là, pour le coup, je vais faire une projection. Je sais pas du tout si c'est ça, mais presque comme si, tu vois, à un moment, il y avait un espèce d'abus de confiance où genre ils se Ouais, sentent ouais. tellement en maîtrise, tellement forts que, Une bah, complaisance. ouais, voilà, c'est ça, qu'ils oublient les systèmes. Mmh. Et c'est déjà un truc qu'on leur reprochait un peu l'année dernière, tu vois de par séquence, en fait, c'est ça, faire preuve de suffisance, faire preuve d'être trop facile. Le nombre de fois où on a vu Tatum ou Jalen Brown jouer une isolation complètement insensée, à être statique pendant 5 secondes et tout à coup à pull-up alors que bah c'est pas du tout le sens du jeu de faire ça. Et C'est exactement ça. Ouais. c'est étonnant. Et pour le coup, ouais,
Vraiment l'année dernière, moi j'avais des doutes sur Mazzulla et sa campagne de playoff a effacé tous mes doutes. Et en fait, cette campagne de Ouais. playoff là relance mes doutes. Je comprends pas comment il peut à un moment ne pas frapper du poing sur la table et dire oh les gars, qu'est-ce que c'est que ça en fait? C'est pas comme ça qu'on a été champion. C'est pas comme ça qu'on va gagner. Et c'est triste parce que bah voilà, là, avec la blessure de Tatum en plus, moi, c'est clair que j'ai du mal à voir Boston revenir, enfin, remporter le match 6, aller gratter un match 7 et s'imposer. Ce serait incroyable, hein, ce serait un scénario de fou, mais aujourd'hui, ça me semble assez peu probable. Oui, c'est sûr. Après, c'est l'objectif définitif côté Boston. C'est-à-dire que de toute façon, là, c'est marche ou crève, hein, clairement. Ah bah, c'est clair. Et s'ils arrivent à arracher la victoire à New York, sachant que New York, si tu regardes Bridges, je crois qu'il a quasiment 55% de réussite au tir quand il joue au Garden. Il est à moins de 30% quand il joue à, à À l'extérieur. l'extérieur. Anunoby, c'est pareil. Il est vachement moins affûté quand il joue à l'extérieur que quand il joue à domicile. Donc, grosso modo, Boston, s'ils arrivent à arracher un game set et qu'ils retournent à la maison, j'ai pas envie de dire tout est possible, mais l'espoir reste permis, bien évidemment. Enfin, c'est con de dire ça, mais c'est tout à fait ça. Côté New York, maintenant, j'ai beaucoup douté de cette équipe. Franchement, Tom Thibodeau me fait mentir Ouais, encore et toujours. il est fort, hein. Il fait des ajustements, il trouve des solutions. Alors c'est pas les trucs absolument brillantissimes auxquels on aurait pu anticiper, mais c'est d'une efficacité absolument redoutable. Et le cœur de cette équipe, impossible à remettre en question, quoi. Impossible. Cette équipe cette équipe est, enfin, si t'es fan des Knicks, comment ne pas être fou amoureux de cet ensemble, de ces joueurs, de Josh Hart, de Brunson, de tout ça. Ce groupe, tu ne peux que le surkiffer, quoi. Ouais, ouais, le front office a vraiment fait un boulot Oh, remarquable. Enfin, franchement, c'est ouais, vraiment cette équipe, elle est trop bien construite. C'est mm, génial. Et Jalen Brunson, mais quel joueur incroyable. C'est définitivement un des tout meilleurs de la ligue et définitivement un des tout meilleurs en playoff. Et vraiment, ouais, l'effectif qui est autour de lui, il est incroyablement cohérent en fait. C'est vraiment les ouais, profils dont il a besoin et c'est les bons profils. Et puis en plus, c'est pas, tu vois, quand on parle de free and D, là on n'est pas en train de parler du 50e free and D de la ligue. Hein. Les mecs qui sont autour de lui sont vraiment des références. Et alors, bon, là, sur le match 5, Jalen Brunson, il a un peu abusé sur les fautes. Hein. Je crois que dans le seul troisième carton, il en prend 5. Alors après, ouais, certains coups de sifflet, ouais, c'est bon, ce que je voulais dire. hein, Franchement, eh, mais n'empêche qu'il doit quand même faire attention. Et ouais, non, moi j'adore Jalen Brunson, franchement, quel joueur de fou. Enfin, vraiment, incroyable. mais l'évolution de ce joueur Ouais. c'est tellement inattendu. Ah, mais tu sais que À l'époque de Dallas, qui pouvait prévoir ça, quoi. Ah ouais, ouais. Ah, moi Et je c'est m'y et c'est attendais pas du génial tout. parce que, tu vois, alors, je pense la même chose des Knicks que je pense des Nuggets actuellement. Peu importe ce qui se passe, je pense que quand tu es fan d'une équipe comme ça, même si demain tu es éliminé, tu es rempli d'amour pour tes joueurs parce que c'est des joueurs qui ne te déçoivent pas en termes d'engagement, on va tout laisser sur le terrain. Alors, tu râles parce que tu râles parce qu'ils ratent des tirs, tu râles parce qu'ils font des erreurs, tu râles parce que pour X raisons que ce soit. Ok, mais il y a aussi ça, tu vois, ce côté c'est imparfait, tout est imparfait, mais en même temps il y a une combativité de tous les instants et tu peux que tomber amoureux d'équipes comme ça, quoi. Alors oui, je suis d'accord Et avec voilà. toi, mais là, si t'es fan d'Enix, tu veux aller au titre, là. Tu Ah veux bah la gagner. fenêtre va pas être ouverte comme ça tous les jours Ah bah ouais. Non, et à puis l'est pour aller en finale, là. ouais, c'est ça, je veux dire, aujourd'hui, tu vois la conférence Est, tu te dis, mais attends, mais là, sans mépriser du tout Indiana, parce que c'est la mode Non, quand non, même on va en en parler. NBA, mais par contre, ouais, là, si t'es fan des Knicks, bon, tu vois ton équipe, tu vois le contexte de la conférence Est, tu vois les failles qui peuvent qu'on peut entrevoir chez OKC, Ah chez ouais. Denver, enfin voilà, Chez franchement. Denver, chez les Wolves, Ah ouais, 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 non, mais ouais.
Non, mais là, c'est vraiment, franchement, ouais, je pense que tu prends ton pied si t'es fan des Knicks et que tu adores cet effectif, mais par contre que tu veux vraiment aller au titre, là. Et c'est vrai que tu as raison. Les Nuggets, c'est différent dans le sens où c'est une équipe qui a l'impression qu'ils perdent des membres à Ah mesure ouais, c'est ça. que les semaines passent. À la fin, tu vas tomber sur un homme tronc. Arrivé en finale NBA, il n'y a plus que Jokic. Allez, allez-y, on vous attend. Et tu n'as ni bras ni jambes, malheureux. Vas-y, Euh, une petite égratignure, j'ai pas peur. ouais, non, mais c'est ça. Donc, ouais, ouais, non, franchement, ouais, grand coup de Ouais. chapeau à ces Knicks et Tom Thibodeau. Moi, j'ai longtemps eu beaucoup de doutes sur son coaching en playoff, mais là, il fait du très bon boulot. Son utilisation de Mitchell Robinson est remarquable. Enfin, Et je te l'ai dit, hein, Mitchell Robinson, le facteur X de cette équipe. ouais, non, mais t'as tout C'est à fait raison, hein. incroyable, c'est Ouais. incroyable. La semaine dernière, mais j'ai rien inventé. Enfin, tout le monde en parle. Et c'est juste que c'est dingue que ça se confirme dans cette série. C'est tellement important, c'est fou. Ouais, et puis ouais, il y a vraiment enfin, je sais pas, il y a un super état d'esprit dans cette équipe. Josh Hart se fait éclater l'arcade, pas de problème. Enfin, voilà, tu vois, c'est vraiment, c'est un peu le symbole pour moi de Josh Hart, quoi. C'est un joueur qui symbolise un peu l'état d'esprit qu'il y a dans cette équipe. Et Jalen Brunson est aussi tout à fait comme ça, hein. Brunson, c'est pas du tout le genre de mec qui va sortir parce qu'il a pris un coup. Donc ouais, ça fait plaisir. Ouais, franchement, ces playoffs, mais sans Ouais, ils déconner. sont incroyables. Bon, on va parler des deux autres séries dont on n'a pas parlé, qui sont terminées pour le coup. Et là, c'était un peu gâché par les blessures. On va commencer par Cleveland-Indiana. Contre toute attente, les Pacers ont réussi à se défaire des Cavaliers en demi-finale de conférence. Derrière leur puissance collective, parfaitement pilotée par leur chef d'orchestre, Tyrese Haliburton, meneur qui a été voté le joueur le plus surcoté de la NBA par ses pairs, vient de propulser son équipe en finale de conférence pour la deuxième année consécutive, devenant la première équipe classée quatrième de sa conférence ou moins à réussir cet exploit depuis 1984 et la mise en place des playoffs à 16 équipes. En face, Cleveland a souffert de ses blessures qui ont considérablement cassé leur dynamique. Hein. Darius Garland a été touché à l'orteil face à Miami, puis après il y a eu Evan Mobley, DeAndre Hunter, on a terminé sur la cheville de Donovan Mitchell. Les Cavs ont fini par subir le rythme d'enfer imposé par les hommes de Rick Carlisle pour s'incliner en 5 matchs. L'intersaison s'annonce très très compliquée côté Cleveland. Indiana, eux, attendent leur prochain adversaire en finale de conférence. Charles, on s'attendait à un duel de haut vol. Ça aura finalement été une torture pour les fans de Cleveland, cette histoire quand même. Ouais, oui, enfin, en fait, c'est une vraie claque parce que ils ambitionnaient de faire mieux que la saison dernière et finalement ils prennent exactement le même tarif qu'en 2024, défaite 4-1 en demi-finale de conférence. Alors la grosse différence évidemment, c'est que l'année dernière c'est Boston qui les sort et Boston faisait figure de très grand favori pour le titre. Là c'est Indiana, alors certes ils étaient finalistes de conférence l'année dernière, certes c'est une équipe qui est très bien coachée, certes c'est une équipe qui a un super collectif, mais n'empêche que c'était eux les outsiders sur cette série. Ah ouais, mais attends, avec Cleveland, ils ont gagné 64 matchs. C'était pas Ah ouais, pareil que le OKC. C'était une des meilleures perfs collectives de l'histoire en saison régulière. Enfin, je veux c'est dire, ça. tu nourris forcément des ambitions colossales après une saison comme ça, quoi. Bah oui, alors évidemment, on va pas occulter les blessures, hein, tu l'as dit, ils ont payé un très lourd tribut tout au long de la série, mais ouais, je trouve quand même qu'il y a eu des vraies défaillances dans cette équipe sur cette série qui doivent poser des questions. Tu vois, par exemple, on avait beaucoup loué en saison régulière l'apport du banc, surtout depuis l'ajout de DeAndre Hunter. Le banc a pas été au niveau. Ty Jerome a été l'ombre de Oh la lui-même vache. tout au long de cette série. Le gars nous a fait un premier tour face à Miami de feu Ouais, et enfin, il s'est écroulé c'est gênant. ouais, ça faisait mal au cœur à voir, hein. Moi, en plus, Ah oui, je me suis vraiment attaché à ce joueur cette saison, et ouais, c'était dur. moche. On peut aussi parler un peu du coaching. Atkinson s'est fait outcoacher par Carlisle. Alors, c'est pas honteux, hein. Rick Carlisle a une Non. expérience des playoffs bien plus importante, mais ouais, Champion avec Dallas en 2011. ouais, et puis grand coach Ah oui, oui, n'en déplaise à la NBA, c'est un très très grand clairement. coach. Il a montré sa capacité d'adaptation, notamment après le match 3 où la défense de zone des Cavs avait posé de vrais problèmes à l'attaque des Pacers. Et d'ailleurs, il y a une interview après le match, je sais
juste le match 4, je crois, d'Haliburton, qui explique que Carlisle a assez adapté à la défense de zone et en fait, qu'il a complètement lu ce que les Cavs voulaient faire. Écoute, voilà, moi, j'avoue que je me pose aussi un peu des questions sur Donovan Mitchell. Je pense qu'il se trompe un peu dans son approche des matchs décisifs. Alors oui, il est Je suis formidable d'accord. individuellement, mais en fait, il doit absolument impliquer plus ses coéquipiers, sans quoi il passera jamais ce cap des demi-finales de conférence, qui, il me semble, n'a jamais passé. Il doit être plus qu'un incroyable soliste. Il doit absolument trouver la clé pour être un franchise player capable de tirer ses coéquipiers vers le haut. Et tu vois, je trouve que c'est un peu le cap qui est en train de passer, enfin, voire même qu'a passé Anthony Edwards à Minnesota. C'est Ouais. cette capacité vraiment à tirer ses coéquipiers vers le haut. Et je trouve que Donovan Mitchell est vraiment trop dans une démarche individuelle sur ces rencontres-là, et c'est un peu dommage. Et quand ça va pas dans son sens, de Donovan Mitchell, tu as l'impression il y a pas d'ajustement, il n'y a pas de volonté de faire autre chose, en fait. Ouais, c'est Il va ça. continuer à aller droit dans le mur et taper, 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 taper en espérant que le mur s'écroule. Mais, Ouais, après, attention, hein, c'est un attaquant incroyable. Hein. Je crois que sur la série, il tourne à mais 34 c'est un points, un joueur truc comme ça. absolument magnifique, Mais Donovan voilà. Mitchell. Mais c'est pour Et je ça. pense que lui et Evan Mobley sont l'avenir de cette franchise. Mais, mais je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire est pour moi la stricte vérité. Donovan Mitchell doit absolument apprendre à doser ses efforts et à comprendre comment impliquer le reste du collectif avec lui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il perd ce duel face à Tyrese Haliburton. C'est que contrairement à Donovan Mitchell, Tyrese Haliburton a cette faculté que très peu de joueurs en vrai NBA ont, c'est que Haliburton, quand il est bien dans son basket, il transcende tout le monde autour de lui. Tout à fait. Et ça c'est fabuleux. Et y a pas en fait Tyrese Haliburton, ce qui est drôle, c'est que c'est un pur meneur. Et les purs meneurs, on n'a plus l'habitude de les voir. Un joueur comme Donovan Mitchell paraît beaucoup plus sexy justement parce que c'est un créateur scoreur et il fait des dunks, il fait des interceptions, c'est impressionnant quand ça rentre à 3 points, t'as l'impression que c'est le meilleur joueur sur le parquet et c'est spectaculaire. Alors que Tyrese Haliburton, ça l'est peut-être un petit peu moins, mais Tyrese Haliburton, alors, il a eu ce match 5 qui était absolument grandiose, mais même quand il fait un match, on va dire, dans des standards non spectaculaires, qui sont pas, où tu te dis, ah tiens, là, tu regardes la feuille de match, tu te dis, tiens, il a fait un match à peu près normal. Euh, non, son impact se ressent bien ailleurs, en fait, C'est Tyrese ça. Haliburton. Et c'est ça qui fait la différence entre un mec comme lui et un mec comme Donovan Mitchell. Et, et Haliburton, c'est drôle parce que pendant cette série-là, il s'est vachement confié justement sur mentalement ce qu'il a traversé comme galère, notamment au début de l'année. Comment il y a un moment, il a failli baisser les bras et ainsi de suite. Miles Turner aussi. En fait, cette équipe des Pacers, t'as l'impression qu'ils ont eu une traversée du désert après les playoffs l'an dernier, qu'ils étaient tous dans un schéma mental très compliqué et que là, tout d'un coup, ben, ils ont réussi à transcender leurs difficultés et à faire. Ils font corps ensemble dans ces playoffs et ils sont sur une dynamique, Charlie. Franchement, ça va être très très dur de les sortir ces Pacers. Ouais, alors moi, écoute, moi, je vais me Je faire un sais peu pas. plaisir. Je vais me faire un peu plaisir sur le narratif autour d'Haliburton. Donc, ouais, tu l'as Mm. dit, on parle d'un mec qui a été élu joueur le plus surcoté par ses pairs il y a quelques semaines. Ça fait 2 années de suite que son équipe est en finale de conférence et qui contribue de manière importante à cette perf. Là, dans le match 5, il a encore été remarquable. Il est super clutch depuis le début de ses playoffs. Moi, ce qui me régale, je vais être franc avec toi, c'est que ce classement du joueur le plus surcoté, là, le premier, c'était Haliburton, le deuxième, c'était Gobert. Bon, bah, les deux ont été les premiers, leurs équipes ont été les premières en finale de conférence. Et ça fait 2 années consécutives qu'ils sont en finale de conférence, les deux. Ah ouais, voilà, c'est peut-être la Ça, c'est des preuve qu'il équipes. faut pas toujours écouter l'opinion des joueurs, ou en tout cas la considérer comme parole d'évangile. Alors oui, ces mecs-là ne tourneront sûrement jamais à 35 points par match, ils feront peut-être jamais de match à 70 points, mais ce qu'ils font est précieux pour leur équipe, et ça me semble, en fait, ça me semble incroyablement sous-coté. Mm. Et je peux comprendre un Haliburton agace certaines personnes, il a un côté petit con, il aime bien être dans la provoque avec les fans adverses, mais ça fait partie du jeu, et pour moi, tant qu'il se comporte pas mal sur le parquet, c'est pas un problème. Et surtout, en fait, ça ne doit pas avoir d'impact sur la manière avec laquelle on considère ses qualités en tant que joueur. Il faut arrêter
de décréter que parce qu'on n'aime pas les attitudes de quelqu'un, c'est pas un bon joueur. Moi, j'ai lu des trucs sur les réseaux sociaux après le match 5, là, et pourtant, je vais quasiment plus sur les réseaux sociaux, mais j'ai eu le malheur d'y aller un peu pour voir. Enfin, j'ai vu des gens dire que, tu sais, après le match 5, il a fait un bye-bye au public des Cavs. Mhm. J'ai vu des gens dire qu'il avait rien fait de la série, qu'il devrait faire profil bas, etc., etc. C'est aberrant de dire ça. Regardez les matchs, il a un impact énorme sur cette équipe, et ça ne se traduit pas toujours par les statistiques, mais vraiment, Haliburton est... En fait, cet effectif, il est construit pour être drivé par Haliburton. Et Ouais. c'est ça qui est remarquable avec cette équipe d'Indiana, et c'est aussi pour ça que j'adore la regarder. C'est qu'on on a parlé de la construction de l'effectif des Knicks, mais c'est pareil en fait. Cet effectif, il a été constitué pour fonctionner autour de Tyrese Haliburton, et ça marche incroyablement bien. Mais tu sais quoi, j'irais même plus loin. Et ça, on en a déjà parlé, toi et moi, dans le podcast, à maintes reprises, dans différentes situations, à différentes occasions. Mais il y a la notion d'identité aussi. Et Ouais, aujourd'hui, Indiana sait exactement, ils savent exactement qui ils sont. tout à fait. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire sur le terrain, qui pilote le navire et qui doit faire quoi sur le terrain. Et ça, il y a pas de doute là-dessus. Les Knicks, c'est ce qui, je trouvais, était plus difficile, notamment parce qu'ils ont fait des gros transferts à l'intersaison dernière et que la greffe, Michael Bridges et Carl Anthony Towns ont mis du temps, ce qui est absolument normal. C'était des transferts massifs et des ajouts massifs dans un effectif qui était déjà en place. Et on parlera de la même chose pour les Wolves tout à l'heure d'ailleurs. Mais force est de constater que au fur et à mesure, ils ont bossé là-dessus toute la saison. Ça sert à ça la saison régulière. Ça sert à ça les 82 matchs, j'ai envie de dire. Si tu regardes les Pacers, ils ont commencé la saison, ils étaient à 10 victoires, 15 défaites. Qui à ce moment-là était en train de ricaner en disant ah les Pacers, ça ira jamais au bout. Ouais. Et tu regardes quelques mois plus tard, dès la sortie du All-Star Game, cette équipe était en train de rouler sur le reste de la ligue. Haliburton, après le All-Star Game, c'est plus de 20 points, 11 passes, avec 1,2 balles perdues par match. Le mec, et un pourcentage de réussite au tir, une efficacité au tir qui est absolument redoutable. Mais je crois que sur les 50-60 derniers matchs C'est ça que tu de la veux. saison, Indiana, c'est la quatrième ou cinquième équipe de la ligue, Oui, quoi. oui. Et c'est ça que tu cherches c'est cette dynamique-là que tu cherches à avoir. Exactement. Dans le duel Denver-OKC, et c'est ce que je pense le Thunder est en train d'apprendre, le Thunder, je dis pas qu'ils n'ont pas d'identité, je dis qu'ils ont une identité qui est neuve, qui est pas encore, qui est pas encore consolidée. Alors que Denver, si. Pour le coup, Denver, ils savent qui ils sont. Alors, c'est voilà, c'est imparfait, mais ils savent qui ils sont. Et le Thunder, ils sont en train de construire ça dans ce duel face aux Nuggets. Et s'ils en sortent vivants de cette confrontation, ça leur en sera énormément bénéfique. Les Wolves, pareil, ils savent à peu près qui ils sont. Les Pacers aussi. Cleveland, tu sentais qu'il y avait un manque terrible Ouais. de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi, qu'est-ce qu'on cherche à faire, et si ça se passe pas, si ça va pas dans notre sens, si ça se passe pas comme on veut, comment ça se passe quoi. Et Ouais, tu c'est ça. sentais bien qu'il y avait pas de il y avait pas de plan B, il y a pas de plan B les gars. Oui, et c'est aussi pour ça que Et Donovan Mitchell a cette tendance, je pense aussi, à retomber dans ses travers de soliste. C'est aussi parce oui, qu'il à baisser n'y a la pas de tête, ouais. certitude, quoi. Ouais. Alors qu'il devrait y en avoir, tu vois. Tu vois, déjà à l'époque Utah, on disait Donovan Mitchell, c'est un coffre à ballon, etc., etc. Ok, bon, il y avait peut-être pas l'effectif autour de lui, tu vois, pour il se mue en un joueur extrêmement collectif et tout. Aujourd'hui, à Cleveland, c'est pas le cas, et il doit absolument passer ce cap-là. Et il devrait justement s'inspirer, t'as tout à fait raison, de ce que fait Tyrese Haliburton et de comment fonctionne cette équipe des Pacers, parce que en fait, tout a du sens en fait chez Indiana, tout a du sens collectivement, il y a tellement de Mmh. profils polyvalents, actifs des deux côtés du parquet, et c'est aussi pour ça qu'en fait quand je dis Haliburton est le meneur parfait pour cette équipe, en fait quelque part cette phrase, je pourrais presque le dire pour chaque joueur de la rotation, tu vois, et, et une mention vraiment, une énorme mention à un mec qu'on n'a pas cité encore là, et qui pour moi est peut-être aujourd'hui le joueur le plus sous-estimé à l'Est, c'est Miles Turner, il est incroyable, il est Il fait des incroyable. playoffs
absolument Ce mec est dans des c'est rumeurs fou. de transfert Et depuis il l'a qu'il est dit, en hein, ça l'a NBA, beaucoup je crois. touché. Ouais. Et ouais, il est juste, il fait des playoffs absolument incroyables. Ouais. Tu sais quoi, Charlie, cette équipe d'Indiana, ce qui me fait rire, c'est que c'est une équipe qui a jamais tanké, parce que c'est pas dans leur culture. Ouais. C'est pas un marché qui peut se permettre de tanker. Donc c'est une franchise qui a toujours tenté d'être d'atteindre leur meilleur niveau malgré toutes les difficultés, malgré toutes les contrariétés, malgré les blessures, le manque de complémentarité, tous les coachs qui sont passés, ainsi de suite. Et là, tout d'un coup, je trouve que c'est vraiment la récompense de, de cette attitude qu'ils ont eue toutes ces années, en fait, ça fait partie de ce qu'ils sont, les Pacers. Et tout d'un coup, voilà, ils ont Andrew Nembhard, ils ont Miles Turner, ils ont Aaron Nesmith récupéré du côté des Celtics, Bénédicte Mathurin, Pascal Siakam, dont on avait parlé toi et moi, où on se posait la question, est-ce que c'est le joueur qui peut leur faire passer un cap? Et ce transfert-là, c'était un excellent transfert quand tu regardes dans le rétroviseur aujourd'hui. Et je trouve ça génial parce que les Pacers sont en train de réussir à leur manière comme ils ont toujours voulu faire. Et je pense que pour les fans, il doit y avoir un espèce de sentiment de plénitude sur cet effectif en se disant, mais ça aurait pas pu se passer autrement en fait. Et Rick Carlisle est un coach qui était déjà passé aux Pacers au début des années 2000, qui avait été finalement, il avait été finalement remplacé par comment il s'appelle. Non, il est venu de Détroit, voilà. Il est venu de Détroit, après il est allé aux Pacers, et à Détroit, il avait été remplacé par Larry Brown, c'est ça. Et Larry Brown gagne le titre l'année suivante. Et lui, il se retrouve en 2004 à coacher les Pacers, et il est coach face à son ancienne équipe lors de Malice at the Palace. Bref, je suis en train de faire une digression totale. Euh, ça me fait plaisir pour les Pacers de les voir réussir sur leurs termes, en fonction de ce que eux ont toujours plébiscité comme stratégie de construction et de façon de faire. Pareil pour le transfert de Tyrese Haliburton de Sacramento. Enfin, je veux dire, quand tu regardes, c'est brillantissime comme move, quoi. Et Pouah, c'est vraiment quelle connerie de la part de Sacramento. je sais pas. Arrête, Ils avaient De'Aaron Fox. À l'époque, c'était Ah oui, ils impossible l'ont de. encore, d'Iron Fox, aujourd'hui? Non, mais c'était un peu. Les Kings, ils sont victimes de leur propriétaire à la con. Et ça, tu peux rien y faire. Ça, tu peux rien y faire. Tant qu'ils ont des propriétaires teubés et un front office qui est à la botte du propriétaire, tu ne feras rien. Oui, Point mais on s'en barre. fout, en fait. Savoir si c'est le général manager qui est responsable, le propriétaire ou pas, ça change rien au fait que Tyrese le trade Haliburton était aux une Kings, connerie. Charlie, c'était un gâchis monumental de son talent. Voilà. Ah, on sait pas. Je suis pas Si, d'accord. si, On si, sait pas si. ce que ça aurait donné. J'en suis persuadé. Alors Ah, c'était là, il y a 3 ans, hein. je mourrais sur cette colline, Charlie. J'en suis persuadé. Si Tyrese Haliburton est aux Kings, c'est la même mayonnaise que n'importe qui est aux Kings. C'est la merde, c'est sûr. Ah, j'ai aucun doute là-dessus. Alors là, les Kings, c'est pas une franchise. Il y a eu un mieux avec Oui, mais là, voilà. en fait, je suis d'accord, mais là, tu raisonnes en tant que fan NBA qui juge de l'optimisation de la carrière de Tyrese Haliburton. Si t'es fan des Kings et que tu vois que t'as un joueur comme Tyrese Haliburton et qu'il est tradé, tu te dis pas, ah bah c'est tant mieux pour lui parce que ça aurait été du gâchis de le garder, tu vois, c'est pas possible de te dire ça, en fait, si t'es fan des Kings. Charlie, quand on était en train d'assister à la saison géniale des Kings, qualification en playoff, la Beam Team, et que Sabonis et De'Aaron Fox étaient en train de semer l'enfer sur le reste de la ligue, on n'était pas là en train de se dire ah mon Dieu quel transfert abominable. Non, Non, mais on était là en train de se dire ah finalement c'est génial pour les deux équipes, c'est super, tout le monde y a trouvé son compte. oui, sauf que le Les trade, on le Kings juge pas sur une perf d'une saison. Le trade, on va le juger sur des années et des années. Et pour l'instant, C'est le sûr, mais les bilan sur Kings ont ces démontré années. entre-temps leur incapacité, quoi qu'il arrive, enfin, ou leur capacité à rendre tout moche, quoi. Oui, mais là, je À suis, vomir sur la moindre chose oui, mais je, bénéfique qui leur arrive. oui, mais je suis d'accord. Mais là, en fait, quand tu dis ça, tu te positionnes en observateur neutre, en fait, en fan de la NBA. Si t'es fan des Kings aujourd'hui, tu te dis pas, ah bah, je suis soulagé qu'on ait tradé Tyrese Haliburton parce qu'on l'aurait rendu moche, tu vois. Ah bah non, mais je pense que si t'es un fan des Kings qui a un peu d'expérience, t'as conscience de qui Ouais, mais qui n'empêche que t'as les dirige ton boules quand bateau, même. quoi. Oui, oui, mais bon.
je pense très sincèrement que Tyrese Haliburton aux Kings, ça devient pas ce que fait Haliburton aux Pacers, quoi. C'est très probable, je pense que tu as tout à fait raison avec ça, mais je pense que si j'étais fan des Kings, je t'assure que j'aurais vraiment un gros pincement au cœur à chaque fois que je vois jouer ces Pacers. Ah ben ça c'est sûr, de toute façon. Mais les Kings, c'est une suite de crève-cœur Oui, c'est permanents, ça, Charlie. C'est exactement. c'est des poignards Je pense que permanents qui te tombent dans le dos, si quoi. j'étais fan des Kings, j'aurais un cœur déjà très troué, tu as raison. Ah mais franchement, mais quand t'es fan des Kings, mais j'espère que t'es suivi, quoi. Que tu parles, que t'as un cercle d'amis qui te soutient parce que c'est hardcore, quoi. Ouais, c'est dur. D'ailleurs, ça me fait marrer de voir certains fans des Knicks qui sont en train de rouler des mécaniques sur les réseaux sociaux en disant attendez, voilà comment il faut s'y prendre pour construire une équipe. Eh les gars, vous avez été 20 ans la risée de toute la NBA en termes de construction d'équipe. Allez pas faire la leçon aux autres franchises, quoi, s'il vous plaît, quoi. J'ai vu certains fans des Knicks qui critiquaient les Kings. J'étais là, mais attendez. Stop, quoi. Pour les Cavaliers de Cleveland, c'est pas fun ce qui va se passer. Parce qu'on pourrait se dire, est-ce qu'on prend les mêmes et on recommence la continuité, pas la continuité. Mais ça, c'est pas ça l'histoire en fait. C'est que tu as Mitchell et Garland qui sont sur des contrats max. Tu as Evan Mobley qui, parce qu'il a remporté le titre de défenseur de l'année, va voir son contrat, enfin le pourcentage de son contrat dans le salary cap grimper à 30% au lieu de 25%. Jarrett Allen et DeAndre Hunter sont tous les deux payés comme des titulaires. Il y en a un des deux qui ne l'est pas. Ty Jerome, qui était pressenti pour le sixième homme de l'année, pardon, je vais articuler convenablement. Euh, ben voilà, quel genre de contrat il va. Je pense que des clubs vont lui proposer un bon contrat. Donc, est-ce que tu peux le faire revenir ou pas? Sam Merrill, lui aussi, est agent libre. Ils sont déjà au-dessus du deuxième palier, les Cavs. Le deuxième palier de la convention collective, il est situé à 207,8 millions la saison prochaine. Je crois qu'en total salaire, les Cavs, c'est 218 millions, un truc comme ça. C'est ça, 217 700. Voilà. Donc, il n'y a pas le choix. Là encore, il y a plein de décisions à prendre qui vont être excessivement compliquées. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, très probablement, tu gardes Donovan Mitchell et Evan Mobley. Evan Mobley, t'en fais ton poste 5, probablement. Et derrière, Jarrett Allen va falloir t'en séparer. Ils n'ont pas le choix, en fait. Ils n'ont pas le choix. DeAndre Hunter, tu peux pas non plus... je sais pas comment tu gardes ces mecs-là. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Ouais, Donc, ça va être compliqué, hein, c'est ça va clair être... qu'ils vont, ouais, Ah, ils vont mais devoir... ça va être un enfer pour Cleveland. Ouais, ouais, ça va être très compliqué. Même un, ouais, même un mec comme Max Truss, ouais, ça va vraiment être beaucoup de décisions difficiles, hein. Ah, mais D'ailleurs, au passage, le pauvre Max c'est Truss, horrible. là, Ah, c'est dur. ah ouais, oh, ce match, Essaye de rameuter les oh fous. là là, mais c'est horrible parce que du coup, tout le monde se fout de sa gueule à cause Le de ça, alors pauvre. que ça n'a rien à voir. C'est pas parce il en met pas un qu'il n'est pas dans le bon état d'esprit. Ouais, c'est triste. Enfin, Son pour ceux qui n'ont pas parcours. suivi, en gros, Ouais. avant le Vas-y, match, vas-y, vas-y. il rameute les troupes en disant si vous y croyez pas, venez pas. Et il finit le match à 0 sur 9, 0 sur 6 à 3 points. Enfin, c'est catastrophique, quoi. Le Et pauvre. ouais, Max Strus, quoi. Et il a eu son parcours en 2023 avec les Heat où il était impeccable, Max Strus. Ouais. Il a déjà prouvé qu'il était, voilà, il a déjà prouvé des choses. Faut pas avoir la mémoire courte en NBA. Non, Enfin, non, c'est si, sûr. Enfin, parfois faut l'avoir, mais voilà, tu peux pas cracher au visage d'un joueur en oubliant tout ce qu'il a fait non, auparavant. non, c'est clair. C'est clair. Donc voilà, un dernier mot sur cette série ou pas? Non, bah moi, tu sais à quel point j'adore cette équipe d'Indiana, donc je suis super content et ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ils sont de retour en finale de conférence et dans une configuration qui laisse planer bien plus de suspense que l'année dernière. Les playoffs sont beaucoup plus ouverts. On n'a pas une équipe à l'Est qui domine outrageusement comme ça pouvait être le cas l'année Ouais. dernière. Et je vais quand même rajouter un truc, c'est que l'année dernière, beaucoup de gens se sont moqués des Pacers qui se sont fait sweeper en finale de conf en disant ils sont là grâce aux blessures, ils sont là grâce aux circonstances et tout. En cours d'année, Mazzula a parlé des playoffs 2024 et il a expliqué que la série la plus difficile pour Boston en 2024, c'était Ouais. celle contre Indiana, et que le résultat final ne reflétait absolument pas le déroulé des matchs, que chaque match avait été une bataille, que chaque match avait été difficile. Là Donc, encore, fallait voir les matchs pour comprendre ce qu'il disait, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Donc, ne prenez pas les Pacers de haut, ils sont en finale de conférence au mérite. Alors oui, oui, il y a eu des blessures côté Cavs, mais n'empêche que cette équipe, elle joue extrêmement bien, elle est extrêmement bien construite, elle est extrêmement cohérente, et elle est très très bien coachée, donc ouais, très content.
Eh, tu sais ce qu'on va faire, Charlie? J'ai trop envie de faire ça. On va faire toi et moi notre All NBA chouchou team. Ok. D'accord? Ça veut dire que toi et moi, on va choisir. Alors, je sais pas si on va faire une first team et une second team, on verra. Mais j'ai envie qu'on fasse ça, qu'on choisisse les joueurs, nos joueurs chouchous de la saison. Actuel, ok, ouais, d'accord, de la saison, ça Ok? marche. Ouais, ouais. Et moi, je sais déjà il y a déjà deux joueurs dont on a parlé dans ce podcast que je vais mettre dedans. Ok. On va terminer. Putain, et voilà, le temps passe tellement vite. On va terminer sur la série Wolves Warriors. Là encore, que se serait-il passé sans la blessure de Stephen Curry dès le premier match, euh, qui sera finalement la seule victoire des Warriors dans le duel face à Minnesota? On le saura évidemment jamais. Hein, voilà, ça c'est dit. Privé de leur soleil, le système Warriors a été englouti par les attaques des loups du Minnesota, où Julius Randle continue de réécrire l'histoire de ses performances en playoff. Lui qui a trouvé sa place dans un effectif qui vient de se hisser pour la deuxième année consécutive en finale de conférence et espère cette fois franchir l'ultime barrière qui les mènera jusqu'en finale NBA. À Golden State, ce sera la première fois de leur histoire. À Golden State, cette élimination a définitivement un goût amer. Aurait-il eu une véritable chance de remporter le titre avec Stephen Curry dans leur rang? Voilà, c'est ce qu'a laissé entendre Steve Kerr. Encore une fois, toutes les réponses ne seront que pure spéculation. Ils étaient clairement sur une excellente dynamique depuis l'arrivée de Jimmy Butler. Il faut désormais s'interroger sur la marche à suivre pour cette équipe dont les années au sommet sont définitivement comptées. Et Dieu sait que ça dure pourtant. C'est une des dîners, enfin, c'est quand même une des. Stephen Curry à Golden State et aux Warriors, c'est quand même une histoire fabuleuse. Euh, et on verra s'ils ont encore une chance d'aller au bout l'année prochaine. Personnellement, je vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas tant que tout le monde est en bonne santé. Charles, quelle est ta conclusion sur cette série? Moi, je suis un peu déçu des Warriors. Je trouve que, alors certes, avec la blessure de Curry, c'était difficile. Certes, Butler était un peu malade au match 4, d'après ce qu'a dit Draymond Green. Enfin, Jamal Murray a montré l'année dernière que même malade, il y avait moyen d'être plus performant. Mais au-delà de son cas, je trouve que pas grand monde n'a été capable d'élever son niveau de jeu, sauf Kuminga, qui prouve une fois de plus que sa gestion par Steve Kerr aura été au mieux incompréhensible. Ce joueur a un talent énorme et c'était de la responsabilité du coaching staff de savoir l'utiliser et le mettre en valeur. Donc, je dis pas du tout que c'est un top joueur incroyable, il est encore très perfectible, il faut qu'il améliore notamment son jeu sans ballon, qu'il progresse défensivement, il y a plein d'aspects à améliorer, mais je crois vraiment que Kerr aurait pu mieux l'utiliser. Et dans l'absolu, moi j'avoue que Kerr m'a pas convaincu moi sur cette série. Je me suis posé des questions sur sa capacité à construire des systèmes offensifs performants sans la gravité de Curry. Alors je dis pas du tout que Ah c'est un ça, mauvais coach, tu vois, hmm, mais depuis qu'il est head coach, il a toujours pu compter sur Steph Curry dans son équipe. Il a toujours su construire des schémas tirant au maximum profit de ses déplacements, de son adresse et donc surtout effectivement de sa gravité. C'est vrai que là, j'ai trouvé qu'en l'absence de Curry, il y avait pas grand chose offensivement dans cette équipe et d'ailleurs, il l'a assumé. Hein, il a été interrogé sur les difficultés de Jimmy Butler et il a dit que bah, c'était eux qui avaient pas réussi à lui ouvrir des espaces en écartant le jeu, qu'ils avaient jamais réussi à le mettre dans les meilleures conditions. Donc ouais, un peu déçu par les Warriors, mais très content de voir les Wolves comme ça, de les retrouver en finale de conférence, très content de voir qu'Anthony Edwards confirme qu'il a les épaules pour être le franchise player d'une équipe qui vise le titre chaque saison, et ça fait vraiment plaisir à voir. C'est une équipe qui est vraiment intéressante, et je trouve que Chris Finch fait du très très bon boulot. Euh, je, 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 Au moment du trade entre Randle et Towns, on était un peu perplexe sur comment intégrer un profil comme celui de Randle dans cette équipe, sur sa compatibilité avec Edwards. ouais, Et je trouve que vraiment les réponses qu'ils ont trouvées sont incroyables. Randle sur la saison, c'est pas loin d'être le joueur clé. Il est à 25 points, 6,6 rebonds, plus de 7 passes. Il a une précision au lancer. Je suis même pas sûr qu'il ait loupé un lancer franc sur toute la série. Et Steve Kerr a rendu hommage à Chris Finch en expliquant que quand ils avaient joué les Wolves en saison régulière, bah Randle était vraiment en galère parce qu'il n'y avait pas d'espace. Et on sait très bien que Julius Randle, quand il n'y a pas d'espace, il est en difficulté. C'est souvent ça qui se passait pour lui en playoff, notamment avec les Knicks. Et là, ouais, il a vraiment trouvé sa place dans l'équipe. Chris Finch a trouvé des solutions pour lui ouvrir des espaces.
Mike Conley a eu un mot assez sympa. Il a parlé d'harmonie entre lui et le reste de l'équipe. Et ça, c'est vraiment la responsabilité du coaching staff qui a trouvé la recette pour utiliser au mieux cette doublette Edwards-Randle. Et ouais, franchement, Julius Randle, grand coup de chapeau, et grand coup de chapeau aussi sur ses déclarations, parce que en fait, il n'a eu de cesse de rendre hommage à son coach en expliquant que c'était lui qui le plaçait dans les meilleures conditions pour être impactant. Et vraiment, ouais, c'est très agréable de voir ça, et je suis très à l'aise pour dire que je me suis planté sur Julius Randle, dont je pensais qu'il passerait jamais ce cap-là à son âge, Mmh. et qu'il resterait à jamais ce joueur capable d'être très fort en saison régulière, mais incapable de performer en playoff. Rien à dire, il a tabassé les Lakers, il a tabassé les Warriors, j'ai hâte de voir la suite. Ouais, complètement, ouais. Je vais rebondir tout de suite sur le Julius Randle parce qu'effectivement, c'est un des sujets que je voulais absolument traiter encore une fois. Euh, Rien à dire sur Julius Randle. Il apporte cette. En fait, c'est un créateur de mismatch sur un terrain, Julius Ouais, Randle. Il pose vraiment beaucoup de problèmes aux défenses adverses. Il a une excellente lecture du jeu. C'est un joueur qui est vraiment capable de distribuer et effectivement, il est mis dans les meilleures conditions possibles du côté de Minnesota et il en tire parti absolument. Ils ont trouvé leur rythme. Hein. Et pareil, eux, ils ont commencé difficilement, les Wolves, la saison. Il y avait même des tensions parfois entre les joueurs. Et puis finalement, ils ont bossé sur leur jeu, sur les systèmes, pour intégrer tout le monde, pour faire que tout le monde trouve son confort sur le terrain. Faut aussi saluer le professionnalisme de ce groupe, que ce soit Gobert, Randle, Conley, Anthony Edwards. On voit qu'Anthony Edwards, quand ils se sont fait éliminer face aux Mavericks l'an dernier, il a appris sa leçon, il a fait ouais, preuve d'humilité, exactement. il a pris conscience des zones, des secteurs de jeu sur lesquels il devait bosser, sur lesquels il devait s'améliorer, et c'est exactement ce qu'il a fait. Et il arrive cette saison avec énormément de progrès, et justement dans les secteurs de jeu qui posaient problème, dans des dimensions qu'il n'avait pas forcément l'an dernier. Et c'est tout à leur honneur, très franchement. Et comme tu dis, Chris Finch et le coaching staff, ils font un boulot absolument extraordinaire dans cette franchise pour le moment. J'ai envie de saluer également le travail de Tim Connelly. Tim Connelly, qui est l'architecte des Nuggets, les Nuggets qui gagnent le titre en 2023. Et là, ça fait 2 fois qu'il arrive à hisser cette équipe des Wolves en finale de conférence Ouest. Quand tu vois l'histoire des Wolves en playoff en NBA, franchement, c'est absolument remarquable. Et le fait de récupérer Dante DiVincenzo dans ce transfert de Karl Anthony Towns, quand tu vois l'apport de Randle et de DiVincenzo sur le terrain Ouais. dans cette campagne de playoff, c'est brillant. Tout tout est intelligent, tout est bien pensé. Et waouh, je suis épaté par cette équipe des Wolves. Et comme tu l'as dit, Julius Randle, on s'est beaucoup moqué de lui dans ce podcast. On s'est totalement fourvoyé le concernant. Effectivement, c'est un joueur qui est capable de, de, de s'intégrer dans un collectif, qui est capable de jouer un rôle déterminant dans une campagne de play, dans un effectif qui va loin en playoff. Il est en train de nous le prouver encore et encore et encore. Idem pour Rudy Gobert. Alors voilà, moi j'ai arrêté d'essayer de convaincre les idiots qui ricanent de Rudy Gobert en permanence. Comme tu parlais de ça tout à l'heure avec Tyrese Haliburton, j'en parle maintenant avec avec Rudy Gobert. Chers amis, c'est l'impact qui compte d'un joueur sur un terrain. C'est pas sa ligne de statistiques. Tu peux dire, ah, Gobert, ah, regardez, il a fait 8 points, 9 rebonds et 2 contre. Ah, le mec qui sert à rien, il est nul. C'est que il faut aller voir au-delà, en fait. Mais Il faut oui, aller voir au-delà. Le basket, c'est pas ça. Le basket, c'est beaucoup l'impact que tu as sur le terrain, peu importe le box score, peu importe les chiffres que tu mets, c'est est-ce que tu es capable d'être efficace dans un collectif et de jouer ton rôle. C'est ça qu'on lui demande à Rudy Gobert. Là, il y a Julius Randle dans l'équipe. Il y a l'éclosion également de Jaden McDaniels, qui fait des playoffs incroyable. extraordinaires. Euh, Rudy Gobert, il a son rôle, on lui demande de remplir son rôle. Il y a des match-ups qui sont bien, qui sont moins bien, qui sont évidents, qui sont moins évidents. Rudy Gobert, tu peux être sûr qu'il fera toujours tout ce qui est possible
pour essayer d'impacter le positivement son équipe. Ça veut dire moins jouer, il acceptera d'être sur le banc, il n'y a aucun problème. Il sera pas là à bouder parce que Chris Finch a décidé de pas le faire jouer sur les 5 dernières minutes. Il faut défendre comme ci, comme ça et être mis en difficulté sur le périmètre. Il n'y a pas de problème. Je vais faire tout ce qui est mon possible pour essayer de le faire. Faire des box-out, faire tout le travail de l'ombre qui ne se verra pas, où tout le monde, où personne ne verra la véritable impact que tu as eu sur le résultat final. Ok, je le fais, je m'en fiche. Tant qu'on gagne. C'est exactement ça, Rudy Gobert. Personnellement, c'est exactement le genre de joueur que je veux si je suis fan d'une équipe. Mais oui, mais c'est ça. En plus, ce qui est terriblement frustrant, c'est que il y a plein de fans français de NBA qui ont la dent dure sur Rudy Gobert. Et ce que tu dis, t'as tout à fait raison, c'est pas la ligne de stats qui compte. Et nous, en tant que Français, on devrait en être d'autant plus conscients que. Enfin, moi, j'ai grandi en voyant Boris Dio jouer, par exemple. Jamais tu jugeais Boris Dio sur sa ligne de stats. Batum aux Clippers. Voilà, Nico Batum, jamais tu le juges sur sa ligne de stats. Et ouais, c'est ça qui est un peu frustrant. Écoute, moi, j'espère qu'aujourd'hui, Rudy Gobert, il a atteint un stade où il s'en fout, en fait. Ça fait 2 années, voilà, ça fait 2 années d'affilée qu'il est en finale de conférence. On parle d'un mec All-Star, on parle d'un mec quadruple meilleur défenseur de l'année. Enfin, c'est un monstre. Rudy Gobert, il a une carrière qui est monstrueuse. Et voilà, tant pis pour ceux qui sont pas capables de s'en rendre compte. En attendant, ces Wolves-là, bah voilà, deuxième finale de conférence consécutive, c'est la preuve qu'il faut les prendre au sérieux. Et à l'abord de ces playoffs, c'était pas complètement le cas. Et c'est aussi là où on voit à quel point la conférence Ouest, c'est la jungle. Hein. C'est vraiment la jungle, cette conférence Ouest. Et bon, écoute, ouais, elle est chouette à suivre, cette équipe. Et tu l'as dit, Jaden McDaniels, il a passé un cap, il est incroyable. Il a même pas 25 ans, il est tellement fort des deux côtés du parquet. Sur certaines séquences, il joue comme un vétéran. Il est vraiment épatant. Et en plus, son profil est tellement adapté à la NBA moderne. Mais bordel, c'est nous qui l'avons drafté, lui aussi. Hein. C'est tellement ça. Je voudrais quand même terminer. On va terminer ce podcast parce que sinon on va faire 2 heures de podcast, c'est pas possible. Toi, t'as des choses à faire et moi aussi. Il faut qu'on lâche le mic au bout d'un moment. Pour terminer pour les Warriors, moi je serais moins dur que toi vis-à-vis de Steve Kerr. Je pense qu'un joueur comme Stephen Curry, comme un mec comme Nikola Jokic, je pense c'est des joueurs à peu près similaires. Quand tu as des joueurs comme ça qui sont à ce point, où tout est construit autour d'eux à ce point, où leur impact, enfin, leur présence, c'est le système en fait. Voilà, c'est ce que disait James Harden. Je suis le système. Et ben eux, ce sont le système de leur équipe à chaque fois. Et c'est compliqué de naviguer autour de ça, de faire sans. Alors on peut critiquer effectivement le fait qu'il n'ait pas trouvé des ajustements, essayer pour prolonger la série, pour laisser une chance éventuellement à Stephen Curry de revenir et de se défendre face à Minnesota. Mais je tiens à rappeler quand même que Jimmy Butler est arrivé en cours de saison, donc même là, ils n'ont pas eu le temps de travailler sur un quelconque automatisme, sur des rotations, sur rien du tout en fait. Donc, j'en veux pas vraiment à Steve Kerr et aux Warriors qui, je pense, auraient offert un sacré duel à Minnesota s'ils avaient été au complet. Et voilà, Minnesota a parfaitement exploité le coup. Ils ont bien fait parce qu'ils vont pouvoir se reposer et attendre tranquillement leur adversaire. J'ai regardé le premier match des finales de conférence à l'Ouest, c'est quasiment dans la foulée du match 7. Ils sont fous en NBA en fait. Ils sont suicidaires avec leur calendrier là. C'est moi où j'ai l'impression qu'ils jouent beaucoup plus. Ils ont un rythme beaucoup plus soutenu de match qu'auparavant. C'est possible. Je sais pas si j'hallucine ou pas, mais. Non, mais juste pour revenir 2 secondes, oui. Moi, je dis pas du tout que Kerr est un mauvais coach ou quoi, ou qu'il a raté ses playoffs, mais en fait, historiquement, c'est déjà arrivé que Steph Curry, il loupe des matchs en playoff, notamment, je crois que c'est 2018, où il en loupe quelques-uns, et j'avais pas le même sentiment d'impuissance, tu vois, d'incapacité de Steve Kerr à construire des schémas offensifs sans lui. Et là, c'est vraiment un peu le sentiment que j'ai eu. Ouais, bien sûr. Mais ouais, il y a tout. Voilà, j'ai cité Jimmy Butler. Oui, mais t'as raison. Podziemski, Buddy Hield. Enfin, Podziemski, il est trop jeune. Podziemski, il a pas passé un bon moment. Hein. Ah bah non, mais c'est pareil. Là, c'est le métier qui rentre. Qu'est-ce que vous voulez les jeunes comme ça. La NBA, c'est un sport de vétérans.
C'est Tout à fait. rare que les jeunes tiennent la dragée haute comme ça à des joueurs qui ont du métier, quoi. Et si le Thunder parvient à faire un parcours, et si jamais il remporte le titre, ça sera exceptionnel. Ouais, ouais, non, tout à Ça fait. sera vraiment exceptionnel. On s'en souviendra. Ça sera une anomalie dans l'histoire, très clairement. Hein. Donc, et c'est ça qui est beau d'ailleurs, parce que là, si tu regardes un petit peu les équipes qui sont encore en lice, bon, mis à part Boston qui est champion en titre et les Nuggets qui ont déjà gagné en 2023, il y a une vraie probabilité qu'une équipe nouvelle, qu'un joueur nouveau et en plus un jeune talent soit couronné en juin. Et c'est cool, je trouve ça cool pour la NBA. Même si je maintiens, on en rediscutera de cette espèce de convention collective là qui est quand même hyper hardcore aujourd'hui. Alors, ils ont clairement tué les dynasties, mais ouais, c'est le métier qui rentre. Et donc les Warriors, Ouais. je pense qu'il y avait trop de jeunesse, pas assez de temps pour gagner des automatismes avec les vétérans, les Butler et ainsi de suite. Hield, il a bien commencé l'année, après il a eu un creux, après il est revenu. Enfin bref. T'as plein de joueurs comme ça qui étaient dans la rotation, qui sont partis, qui sont revenus. Bref. Ouais, non, mais Donc c'est sûr. Non, très compliqué. C'était déjà assez miraculeux le fait que les Warriors soient à ce point probants et fassent figure de vrais candidats au titre. C'est vraiment, tu sens vraiment sur le talent extraordinaire de Stephen Curry, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair que c'est vraiment un joueur qui révolutionne le jeu offensif de son équipe. Ouais, très clairement. Merci Charlie, c'était un énorme plaisir de te parler aujourd'hui. Bah écoute, pareil. Franchement, c'était top. Et on se reverra bientôt, on sait pas quand. J'espère qu'on pourra faire les previews, on verra bien. On en rediscutera toi et moi plus tard. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, un très bon week-end. Profitez bien du match 7 dimanche prochain. Peut-être qu'on en aura un autre avec les Knicks et les Celtics, on verra bien. Et puis on se retrouve la prochaine fois. On sait pas trop quand. On se tient au courant sur les réseaux. Et vous verrez bien, si vous mettez la notification, vous verrez quand le prochain épisode sortira. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Ciao, bye bye.